Donc, bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Andréane. Allô Kevin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Alec, bienvenue aux Inconnus. Merci à vous deux, merci de me recevoir. Ça fait plaisir, tu peux parler un petit peu plus proche. Parfait, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Hey, on te sort de chez vous. Exactement, ben oui, je suis parti de la Rive-Sud, je suis parti de la Rive-Nord, m'emmener sur la Rive-Sud un soir d'hiver, mais pour jaser d'un film culte, un film important pour moi, pour la communauté de l'horreur. Un film vraiment marquant. J'ai assez hâte d'en discuter avec vous. Là, Ben, nous autres aussi. Puis en plus, c'est ça qui est le fun. On dirait que tu viens comme un peu représenter la crowd de l'horreur. Là, vu que toi, t'es spécialiste de l'horreur. Là. Spécialiste, un grand mot. Passionné d'horreur. Okay. J'aime mieux dire passionné d'horreur parce que, écoute, pour les gens qui connaissent mon podcast Horreur 360, là, moi, je me spécialise, si on veut, dans l'horreur moderne. Hein. Fait que les films des années 60, c'est pas des films que j'ai vus souvent. En fait, moi, j'ai visionné Psycho pour la première fois en 2023, l'année passée. Ouais, nous autres aussi. Pour mon segment du confessionnal, là, je le résume vite fait, là, mais dans mon podcast, j'ai un petit segment qui s'appelle le segment du confessionnal où je fais une confession et où j'avoue ne pas avoir vu un film classique. En fait, j'ai visionné ce film-là pour l'épisode. OK. Donc là, pour cet épisode-là, j'avais visionné Psycho. Puis ça a été le coup de foudre instantané. Là, fait que quand j'ai reçu l'invitation de votre part, évidemment, ça a été un oui là, automatique. Tu nous as dit oui tout de suite. Ouais. C'est juste nous autres qui a eu de la misère. C'était une date, là, mais là, on est super content de te recevoir. Exactement. T'as de la bière. Yes, je suis heureux, man. Tout est prêt. Puis ben c'est ça, t'as un peu mentionné ton podcast. Ouais. Fait que j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que t'as un excellent podcast, Alec. Ben, merci. Puis c'est ça, donc comme tu l'as dit, ton podcast c'est Horreur 360. Yes. Puis là, je suis allé comme écouter un petit peu, checker combien d'épisodes t'avais fait parce que t'en as quand même quelques-uns derrière la cravate. Ouais. Puis ben c'est ça, Andréane aussi, je pense que t'avais regardé l'épisode de Pearl. Ouais, j'ai regardé Pearl, c'était super. Merci. Très bon podcast, puis t'es quand même assez tight dans ton information, fait que tu peux être fier de toi pour vrai. Ton podcast, merci beaucoup. Ben, écoute, moi là, c'est pas mal ça. Peut-être pas mon trademark, là, mais moi, la préparation, c'est vraiment, vraiment primordial pour moi. Ouais, définitivement. Puis, mon trademark, c'est vraiment les fun facts. Là. Fait que j'aime vraiment ça disséquer un film, savoir comment le film s'est fait, justement, tout ce qui est fun fact, la pré-prod, toutes des affaires qu'on saurait pas normalement, puis qui est toujours intéressant à savoir. Ouais. Puis, c'est ça. T'sais, fait que j'ai toujours un petit segment fun fact au début de l'épisode, puis quand je fais mon pause à pas du film, ben, j'en drop d'autres. Mais c'est ça, moi j'aime bien ça disséquer le film du début à la fin. Je donne justement un peu comme vous allez faire là, la fiche technique, toutes les informations. Puis avec mes invités, ben là on dissèque, puis je leur pose des questions. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé du film. Puis tout ça se fait dans l'humour. Puis règle générale, ça fonctionne assez bien, je pense. Fait que pour l'instant, ça va assez bien. J'ai 2 saisons complétées, puis là j'ai une saison 3 qui s'en vient en mars 2024. C'est vraiment nice. Ben justement, je suis allé voir ton premier épisode, il est sorti quand? Il est sorti précisément le 13 janvier 2022. Puis fait que ça fait quand même un petit bout déjà que tu fais ça. Ça va faire ça a fait 2 ans. Ça a fait 2 ans. Écoute, la vraie date c'est le 9 janvier, mais c'est parce que j'ai comme changé de plateforme d'hébergement de podcast. Là, vous pouvez comprendre c'est quoi, mais les gens qui ont pas de podcast sont comme mais de quoi tu parles? Exact. Mais bref, j'avais changé de plateforme, donc là, c'est officiellement le 13 janvier, mais en tout cas, bref, c'était le 9. Fait que oui, ça a fait 2 ans. Là, pour répondre à ta question, ça vient de faire 2 ans. Ben, félicitations pour vrai. Puis c'est ça, tu as parlé un peu de ton concept. Donc, toi, tu es plus au niveau des invités. Tu as beaucoup d'invités, je pense, pas à chaque épisode. Tu as quand même fait quelques épisodes seul, je pense. Exactement. Au début, là, la formule était à ma saison 1 épisode solo, un épisode avec invité, un épisode solo. Ça, Puis je me suis rendu compte que un épisode solo, ça me prenait le double du temps. Comme de charge de travail pour le double de temps de moins d'épisodes. Donc, mettons, au lieu d'avoir une discussion fluide, mais là, c'était... Parce que moi, faut savoir aussi que tous mes épisodes sont scriptés. Là. Moi, tout est écrit. Là. Même quand j'ai des invités, tout est écrit d'avance. Puis oui, tu sais, ça se peut que je dise pas exactement ce qui est écrit sur ma feuille, tandis que quand je faisais un épisode solo, là, c'était tout écrit d'avance, puis ça me donnait peut-être un épisode de 45 minutes, mais au final, ça m'avait pris le double du temps de préparation. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? » Puis en plus que je sortais des épisodes aux 2 semaines, je me suis dit « Ça vaut-tu vraiment la peine de mettre autant d'efforts pour un aussi petit épisode? » Fait qu'à la fin, j'ai juste fait « Fuck it les épisodes solo. » Sauf que là... mon premier épisode de ma saison 3 va être un épisode solo. J'ai fait ça depuis le début, la saison 1, saison 2, saison 3, c'était des épisodes solo, les premiers épisodes. Fait que ça va probablement être le dernier épisode solo, là, puisque la saison 3, c'est la dernière saison de mon podcast. Fait que j'y vais all-in, ouais. Puis après ça va être
encore une fois, des invités, mais j'ai vraiment une grosse saison 3. Là. Des Ok. gros invités, des gros films. Puis, ouais. C'est ça que j'observe aussi, à travers le cheminement de Horreur 360. T'as quand même eu un espèce de parcours qui a évolué. T'as commencé à faire aussi des entrevues avec des personnalités publiques. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis t'as reçu du monde, justement, en parlant de tes invités. T'as reçu Julien Bernatchez quelques fois. Puis tu fais souvent affaire avec d'autres podcasts, genre Capo, Simon de Déjà Vu. T'as aussi reçu des personnes de Cinérum, Terreur sur le pod, Horreur Québec, Horror News. Puis là, je me demandais, t'avais fait une entrevue avec Christian Page? Pas Christian Page, Ok. mais j'ai reçu Patrick Sénécal. Oui, c'est ça que tu disais. J'ai reçu Patrick Sénécal et Christian Page, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un événement qui s'appelle le Festipod en septembre 2023. Ouais, exact. Et le headliner de ce festival-là, c'était Distorsion et leur invité était Christian Page. OK. Donc, c'est pas mal le seul lien que j'ai avec lui. Ok. Mais là, je vais faire un petit shout-out à mon chum Simon, que Ben oui, lui, vas-y. il l'a dans sa mire, Christian Page, puis il Ok. aimerait vraiment ça l'inviter à un de ses épisodes. Ouais. Là, donc, Simon. Salut Simon, d'ailleurs. On l'a reçu nous-mêmes, là, Simon. On parle bien du même Simon. On parle du même Simon, on Ouais, parle c'est du ça, même ouais. Simon, Salut, du Simon, podcast, un autre podcast de cinéma. Donc, Ouais, exact. Fait que, bref, félicitations pour ça. T'as vraiment un beau parcours. Puis je pense aussi que t'as une communauté qui devient de plus en plus présente. Là. Ouais, vraiment man, une belle tournure c'est pour vraiment surprenant. Là. Moi, c'est parti là, de... J'écoutais des podcasts. Ouais. C'est ça, je l'ai raconté 1 million de fois, là, mais c'est Horreur Podcast Québec qui m'ont vraiment donné le goût de partir un podcast. D'ailleurs, Mick et Seb, qui sont 2 gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, où on est présentement. Ouais. Puis, c'est grâce à ces gars-là que j'ai parti mon podcast. Après ça, des gars de Terreur sur le pod m'ont invité sur un podcast. Puis là, ça a été ma première expérience au micro. Ah, c'est nice. Après ça, j'ai parti vraiment là, dans mon sous-sol toute seule. Puis là, c'est en pleine expansion. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de monde qui écoute le podcast. Ça me fait chaud au Nice. cœur. Beaucoup de monde qui attendent les épisodes, Ouais. qui aiment ce que je fais. Fait que ouais, c'est vraiment... C'est la petite récompense. Parce C'est que vraiment pour la ceux qui se le récompense. demandent, on fait vraiment pas d'argent avec Non, les ben non, podcasts, ben non, là, ben pour non. Mike Ward. Là. C'est ça. Mais fait que c'est ça. Donc nous autres, je pense que la petite récompense, c'est d'avoir juste des petits retours des fois de temps en temps. Ouais. C'est agréable aussi de se dire que ce qu'on fait est écouté. Là. Donc voilà. Puis écoute, j'ai une question à te poser par rapport à ton podcast. Vas-y. C'est quoi l'accomplissement dont tu es le plus fier jusqu'à présent? Écoute, c'est une bonne question, mais je pense que c'est peut-être l'évolution du podcast. Ok, comme on parle justement. Peut-être de toujours avoir respecté ce que j'ai dit que j'allais faire, de jamais avoir changé vraiment le concept, Ok. de toujours être resté fidèle à moi-même. Ouais. Tu sais, il y en a qui vont s'enfler un peu la tête, des fois, peut-être pas s'enfler la tête, mais qui vont comme... Oh, ouais. C'est dur à dire, mais j'ai vraiment... Mon but, là, c'était de l'épisode 1 à l'épisode 60, parce que je vais arrêter à 60 épisodes. Je veux rester le même gars. Ok. Je veux juste que le podcast soit meilleur, tu sais. Ouais. Je veux ajouter peut-être des segments, je sais pas comment le dire autrement, mais mon but, c'était vraiment d'avoir un podcast fidèle à moi-même. Je veux pas faire quelque chose qui me ressemble pas. Ouais. Puis je pense Ok. vraiment que mon podcast, ça me ressemble. Ouais. Je fais de Ouais. l'humour trash. Ouais. Je suis sans filtre. Ouais. Exact. Moi, je me fous de ce que les autres pensent. J'ai mon opinion, là, je vais toujours... L'opinion publique, là, en bon français, je m'en calisse dans le sens où moi, je fais ce qui m'intéresse. Puis si t'aimes pas ça, mais surprenamment, le monde aime ça. Ouais. Fait que, Je pense le niveau de pas de filtre. Là. Ouais, L'authenticité. c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais moi, c'est ça, je reste moi-même, puis c'est ça Ouais. qui est important. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment. Définitivement. J'essaie pas d'être quelqu'un que je suis pas, autrement Ouais. dit. Ben, c'est une très belle réponse. Puis Andréane, je te laisserai peut-être poser la dernière Pas question. vrai? Ben Tu oui. la laisses, c'est gentil, Vas-y. on en avait parlé. Alec, tu poses Oui. souvent la question à tes invités, c'est quoi le film d'horreur qui leur a fait le plus peur dans leur vie, peu Ouais. importe que ce soit récent ou dans l'enfance, mais on va te retourner cette fois-ci la question, Alec. Certainement, puis c'est cool parce que j'ai une réponse pour vous. Puis je l'ai dit dans dans un des épisodes récents que j'ai fait, là, en tout cas, j'ai comme droppé mon top 3, mais c'est un film de 2023 là, que je viens tout juste de voir. Là, j'ai littéralement chié dans mes shorts. Moi, j'ai un man cave d'horreur chez nous, là, dans ma maison. C'est bien nice. C'est vraiment, j'ai une pièce d'horreur, j'ai ma TV avec mon Lazy Boy, puis genre j'ai mes petites lumières LED bleues, puis en tout cas, Ok. tu sais, name it, là, tu peux changer de couleur, mais ça pour dire que j'aime ça écouter un film dans une atmosphère, puis quand j'écoute un film, c'est tellement toujours dans nice. la noirceur totale avec des petites lumières, puis mes écouteurs. Ah, avec des écouteurs. Toujours. C'est intense. Toujours. c'est plus Comme ça, là, je suis intense, vraiment Wow. immersif dans mon film, OK. puis C'est nice. j'entends chaque bruit, puis durant ce film-là, là, écoute, j'ai 32 ans,
je le dis souvent, là, mais moi j'ai encore peur du démon du sol, là, le Christ de chien. Il veut toujours me pogner quand je monte les marches. Puis après ce film-là, no joke, j'ai laissé la lumière du sol allumée. Parce que j'ai vraiment eu la chienne. 32 ans, le gars, là. Puis j'ai fait pause à plusieurs reprises, là. Puis il y a comme mon man cave. Oui, j'ai comme dans mon sous-sol, c'est vraiment mon espace. Puis au fond du sous-sol, c'est la salle de jeu de mes enfants. OK. Puis des fois, je faisais juste pause. Je me reculais la tête dans mon lazy boy comme ça. Puis juste pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde. Mais bref, tout ça pour dire que le film qui me fait sentir comme ça, c'est Hell House LLC. OK. Origins. OK. C'est Carmichael Manors. Ça vient tout juste de sortir. C'est disponible sur Shudder. Tu l'as pas justement dit dans Pearl? Non. Peut-être pas Pearl, mais je l'ai Okay. dit dans Insidious ou Black Christmas. Ok, Un des deux derniers ok, épisodes parfait. que j'ai sortis Ok. parce que c'est récent, là, Ok. ce film-là. Il est sorti, je pense, à l'Halloween. Mais Ouais. Tu piques ma curiosité, je vais l'écouter. en fait, Ouais. c'est le 4e film d'une franchise. OK. C'est les Hell House LLC. OK. C'est disponible sur Amazon Prime, mais celui-là, le Nice. dernier, est disponible sur Shudder, OK. qui est une plateforme de films d'horreur. Mhm. Là. Puis, en fait, c'est le 4e de la franchise, sauf que là, c'est les origines. Fait que c'est comme un prequel, si on veut. OK. Mais man, l'ambiance, la tension, Ah, nice. c'est insane. Puis OK. c'est pas un film à jump scare. Oui, il y en a, mais OK. ça vient te chercher avec autre chose que des jump scares. Puis fuck, c'est tellement bien fait. C'est Puis il y a nice. personne qui le classe au top de leur film là, en 2023. Puis ça me fait Ok. capoter. Là. Tout le monde va mettre des films. Là, vite de même, j'ai pas d'idée, là, mais moi, vraiment, ça a été mon numéro 1. Ok. J'ai tombé en amour avec ce film-là. Puis écoute, peut-être que je vais le couvrir à mon podcast un jour parce que sérieusement, C'est là, nice. j'ai littéralement chié dans mes pants. là. Ah, ouais. il- Ben, nous, tu le sais, Efficace. on note les films sur 10. Ouais, Fait que, mettons ta note sur 10. c'est parce que c'est pas un grand film, tu sais, parce Ok. que, tu sais, c'est pas Psycho, là, où Ouais. on va frôler le 10 sur 10, là, tu sais, mais Ouais, exact. écoute, en termes d'expérience, Ouais. je donnerais un bon 8.5, là. Vraiment, Ok. parce que, tu sais, quand t'écoutes c'est un quand même film, là, solide. quand t'écoutes un film, tu veux vivre une émotion, Ouais. tu veux vivre une expérience, Ouais. ben, en écoutant ce film-là, ben, c'est mission accomplie, là. C'est un peu comme Ah, c'est nice. Ok. Activité paranormale qui m'a pratiquement provoqué le même genre de Là, tu parles sûrement feeling. du premier? ou- Ouais, le premier que j'ai Ouais. Jusqu'à temps que je vois Hell House, LLC Origins, le Ouais. film que je vous parle, Activité paranormale est au sommet de ma liste, là, des Ah films les ouais. plus terrifiants que j'avais vus. Là, parce que j'avais eu le même feeling un peu, là, que Ah je ouais. suis resté figé dans mon sous-sol. Ah ouais, ben, c'était Euh, révolutionnaire dans sa façon. ouais. Ouais, puis la d'approcher. dernière fois que je l'ai écouté, ce film-là, Activité paranormale, j'avais fumé un joint juste avant, fait que ça a comme amplifié un peu l'effet C'est de nice. terreur. Mais là, j'étais complètement à jeun, là. Puis j'avais... Ici, on parle pas de drogue, par exemple. Ok, ben Non, je suis non. désolé. L'air de rendre les gens Ouais, c'est mal ça. à l'aise. Ben écoute, c'était un 4 papier que j'ai fumé, man. Puis je suis c'est pas gêné à part de ça. Un cap pape. Ok. Fait que, ouais, non, règle générale, si je le conseille à tous vos auditeurs, on va Hell s'en House reparler. LLC Origin Carmichael Manor, le titre, il y a ça de long, mais fuck, le film est tellement bon. là. Ok, ben, c'est Ouais. une excellente réponse, Ouais. honnêtement. Tu viens de nous le mettre dans la liste. Comme moi, c'est sûr que je vais l'écouter. Ah, c'est ça. Oui, ben, Ouais. oui. Parfait. Donc, Je demandais- je vous le renverrai dans notre conversation, Ouais, c'est là. ça. oui, ben c'est bon ça. André, avais-tu quelque chose à ajouter avant Pas du qu'on... tout. Fait qu'on embarque? Vas-y. Ouais. Alright. Fait que comme d'habitude, on va y aller avec la fiche technique. Donc, on va parler de, évidemment, Psycho en 1960. Une durée de 1h49. Donc, c'est quand même un beau format pour un film de 1960. 8.5 sur 10 sur IMDb. 97% sur Rotten Tomato. Là, le budget de l'époque était de 806 947 beaux dollars en 1960, ce qui nous donne un budget aujourd'hui de 8 millions en 2023. Un box-office vraiment impressionnant de 50 millions pour l'époque, ce qui donne 500 millions aujourd'hui. C'est impressionnant pour vrai Tellement. qu'un film de cette époque-là ait fait autant d'argent. Puis là, ben évidemment, on parle du film ultime d'Hitchcock. T'as-tu déjà vu d'autres films d'Hitchcock? Non, Moi aucunement. non plus. Non. J'ai vu Bird. T'as vu Bird? J'ai vu Bird. C'est-tu bon, Bird? Oui, c'est bon, Bird. Ouais. Ah ouais? J'avais aimé ça. Quelle année, Bird? Ah, ça, je sais pas. Mais je pense qu'il l'a fait. Avant ou après? Ah, je suis plus sûre. Je pense que c'était avant parce que justement, Psycho, il y a eu de la misère à le vendre justement parce qu'il avait floppé une couple de ses films. En tout cas, il me semble que j'ai mais vu quelque Bird chose dans le faisait genre. pas partie des films flop. qu'il a Non, fait. non, mais ok, fait que c'était peut-être après d'abord. Non, ça, je pense que c'est pas- comme, Ah, ben c'est Flammy. 1963, t'as raison, je l'avais. Ah, Mais bon. J'aille un petit peu plus loin. dans ma Voilà. Fait que, Oui. Laissez-moi parler. Réalisateur, donc on l'a dit, Alfred Hitchcock. Donc les autres films qu'il a fait, ça a l'air que je les ai notés. Sueur froide en 58, Les oiseaux qu'on parle en 63, puis Fenêtre sur cour en 54. On a la photographie de John L. Russell, donc c'est ça. J'ai pas été voir ce qu'il a fait d'autre, mais il a fait Psycho, puis c'est déjà exceptionnel comme film, donc bravo à lui.
Pour la musique, on a Bernard Herrmann, puis j'avais un fun fact quand même sur lui. Au niveau de sa BO dans ce film-là. Donc, la musique ici est essentiellement faite de violon et violoncelle en utilisant toutes les nuances des cordes pour différents moments du film. On parle aussi des cordes plus stridentes et saccadées pour illustrer le meurtre juxtapose à d'autres cordes amples et en mouvement pour illustrer la cavale. Puis tout ça nous amène finalement à avoir une musique qui est en noir et blanc parce que comme il n'y a pas de cordes d'espèces de couleurs, d'orchestre en arrière, ils définissent leur musique comme étant en noir et blanc. Donc, ça vient comme accompagner la couleur du film, justement, qui est en noir et blanc. C'est la femme d'Hitchcock, Norma. Je pense qu'elle s'appelle Norma, je suis pas sûr. Parce qu'il y a Norma Bates, mais je pense qu'elle s'appelle Norma. Je veux pas dire n'importe quoi. C'est elle qui l'a convaincu. En fait, dans toutes ses décisions, c'était toujours à elle qui se référait là, pour qu'elle prenne la décision finale. Donc, la scène de la douche, la musique, c'est elle qui l'a convaincu. Puis, Hitchcock était tellement content du résultat final qu'il a doublé le salaire de Bernard Herrmann. À la fin, puis je pense que c'est ça. Ça lui a donné un salaire de 34 500 $. Là. Donc, c'est quand même fou là, pour l'époque, là, sachant que Anthony Perkins a fait 40 000 $. C'est pour ça qu'il y a une enveloppe de 40 000 $ dans le film aussi. C'était pour dévoiler le salaire d'Anthony Perkins. C'est un peu là-dessus qu'ils se sont basés. Là, c'est bien cool. Je savais pas ça. Ah ouais, c'est vraiment nice. Mais tu sais, en plus, c'est ça. Après d'avoir vu la scène de la douche avec la musique, tu peux pas l'enlever, là, la musique. Non. Là, c'est genre, ça fait tellement que ça donne un côté tellement plus creepy. Là. Exact, mais les gens, souvent, ils connaissent la musique sans savoir d'où ça vient, en fait, ce fameux... exact. Oui, exact. Ah oui, ben oui. C'est classique, puis... D'ailleurs, la musique du film, elle a inspiré John Williams pour Jaws, parce que Jaws, on n'a pas beaucoup de tonalités, justement, là, tu sais, puis il a été vraiment inspiré par, justement, Bernard Herrmann. Je trouvais ça vraiment impressionnant, quand même, qu'on entende, tu sais, les personnes qui ont influencé la musique de John Williams, puis, tu sais, on a, justement, Bernard qui l'a influencé, puis John Williams, c'est John Williams, il fait toute la bonne musique. Andréane, je pense que j'ai assez parlé. Je vais te laisser la partie que je déforme le plus habituellement, qui est le casting. Garde-toi. Tu m'as juste donné, en fait, le casting pour pas que ça a l'air que ce soit toi qui a l'air fou quand il dit les noms en anglais. Non, mais tu les dis bien, avec ta petite voix, ça sort parfaitement, Andréane. C'est juste qu'on me pardonne plus de choses. C'est juste ça, c'est la différence. Vas-y, Andréane, qui joue là-dedans? Alors, nous avons dans le rôle de Norman Bates, nous avons Anthony Perkins. Oui. Ensuite, dans le rôle de Marion Crane, nous avons Janet Leigh. Ou Leigh. Janet Leigh. Leigh, merci. Ça fait plaisir. On aurait dû le laisser, lui, faire le casting. Vous savez que c'est la mère de Jamie Lee Curtis? Non. Non, ben je vous l'annonce à l'instant. Ouais, c'est la mère de Jamie Lee Curtis. Wow. Ouais. Ah, ça c'est un bon fun fact. Oui. Ouais, ben je suis content. Tu es en train de gagner ta place. Mais ouais. Dans le rôle de Lila Crane, qui est la sœur de Marion Crane, nous avons Vera Miles. Ensuite, dans le rôle de Sam Loomis, qui est le petit copain de Marion Crane, nous avons John Gavin. Ensuite, dans le rôle de l'inspecteur... Arbogast. Exactement, Arbogast. Nous avons Martin Balsam. Puis, comme shérif député, nous avons John McIntyre. Si ma prononciation... je m'excuse. Ouais, c'est John McIntyre. Merci. Dans le rôle du Dr. Richmond, nous avons Simon Oakland. Dans le rôle de Tom Cassidy, nous avons Frank Alberston. Dans le rôle de Caroline, c'est Pat Hitchcock. Et oui, c'est la fille de Hitchcock. Donc, le lien est à faire. Dans le rôle de George Lowery, nous avons Vogue Taylor. Comme Mrs. Chambers, nous avons Luren Tuttle. Je m'excuse encore une fois. Dans le rôle de California Charlie, nous avons John Anderson. Et comme policier, donc sur l'autoroute. Oui, exactement. Oui. Moi, en tout cas, on va en reparler de lui, là, mais astiqué ça coche. Ah, il y a une sale gueule. Alors, sachez que c'est la sale gueule de... Mort Mills. Mort qui s'écrit vraiment M-O-R-T. Donc, ça là, c'est vraiment une petite parenthèse, là, mais pour les gens de mon âge qui ont écouté Télétoon dans les années fin 90, là, il y a une émission qui s'appelait Captain Star. Et le Captain Star, là, c'est la version bonhomme de ce policier-là. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, je vous dis, ils sont identiques. Aussitôt, j'ai vu sa gueule, j'ai dit, Chris, il me dit quoi, lui? Puis là, je suis allé googler la programmation de Télétoon 98. Là, je checkais, c'est quoi l'émission, donc? Là, je vois ça, Captain Star.
Je sais pas si ça sonne une cloche à des gens, sûrement pas, là, mais... Ben, j'écoutais Télétoon, puis moi, ça me dit rien. En 98, moi, je l'ai vu. Fait que, ouais, 98, ouais, j'avais 3 ans. Ah, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, c'est vraiment dans les premiers souvenirs que j'ai de Télétoon, là, puis en tout cas, Captain Star... Wow. Il n'y a aucun lien, c'est juste qu'ils se ressemblent. Là. Fait que ça parle de quoi, ce film-là? On parle sûrement pas juste d'un policier, Andréane? Seulement. Donc, Psychose ou Psycho, c'est en fait l'histoire... on suit au début le personnage de Marion Crane, qui est dans la chambre d'un hôtel avec son petit copain, qui est Sam. Puis... le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être ensemble parce que Sam a beaucoup trop de dettes. Donc, il se sentirait un peu coupable de se mettre en couple avec Marion parce qu'il pense que financièrement, il serait pas capable de s'occuper d'elle. Mm-hmm. Donc, persuadée que c'est à elle de sauver son couple ou de sauver son peut-être couple, elle va voler de l'argent que Cassidy va tenter en fait de déposer. Mm-hmm. Donc, elle va partir avec cet argent-là qui est de l'argent cash. Donc, elle part et... Avec combien? 40 000. Exactement. Elle part dans l'espoir de retrouver Sam et que ensemble, avec cet argent, elle puisse effacer toutes ses dettes et qu'ils puissent justement commencer leur vie à deux. Sauf que, en chemin, c'est quand même loin, son petit bout de chemin. Donc, elle va s'arrêter à un motel. Et ce motel est tenu par Norman Bates. Qui est le Bates Motel. Exactement. Le fameux mythique Bates Motel. Et malheureusement pour elle... spoiler, je m'excuse, même si on est juste à 40 minutes du film. À ce moment-là, on est à 40 minutes? Oui, on est dans les 40 premières minutes. Ah ouais, OK. Peut-être 48. En tout cas, oui, exactement. Okay. C'est juste le tiers, c'est le premier tiers du film. Okay. Le personnage de Marion Crane va se faire assassiner dans ce motel-là. Ouais. Après ça, pendant les 2 tiers restants du film, c'est justement l'enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Marion dans ce motel-là. Donc, ils vont la chercher, sa sœur, son petit copain et le détective Arbogast. Ouais. Une grosse enquête va exactement. Puis là, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se trame là-dedans. C'est ça. Cool. C'est mon synopsis. C'est un très bon synopsis. On va spoiler effectivement. Donc, ceux qui ne le savaient pas, spoiler, mais en même temps, tout le monde a vu Psycho. Non, pas nécessairement. Non, nous autres, on l'avait pas vu. Les trois, avant 2023. On l'a vu, mais on l'a tous pas vu, nous autres. Mais en même temps, la scène... la plus culte du film, tout le monde l'a vu, donc tout le monde sait qu'elle finit par se faire tuer. C'est juste que tu le sais pas que c'est dans le premier tiers du film, mais tout le monde le sait qu'elle finit par mourir. Je vais enchaîner, Andréane. Dit-il avec conviction, avec sa bague sur la table. Donc, je sais pas si tu le savais, Alec, mais le film a été inspiré d'un tueur en série de l'époque qui s'appelle Ed Gein. Oui. Tu savais? Oui et non, parce que je sais qu'Ed Gein a été... Écoute, il a tellement influencé beaucoup de films d'horreur, là, dont Texas Chainsaw Massacre. Exact, tu me voles mes informations. Je sais qu'il y en a... Écoute, il y en a un inspiré... autre gros que t'as oublié, là. Ok, ben là, c'est parce que je viens de le voir. Ouais. Okay, je viens de le voir dans tes notes, celle-là. Okay. Mais je savais pas par rapport à Psycho, parce que je sais que Psycho est tiré d'un roman, mais je savais pas à quel point le roman est tiré de l'histoire d'Ed Gein. C'est ça, exactement. Le roman, finalement, il tire effectivement des meurtres. Informe-moi, je t'écoute. Je t'informe, en fait. Puis là, je vais y aller vraiment dans mes informations. On vient de dire, d'ailleurs, les films qui ont été inspirés par la suite de ce tueur en série-là. Mais pour l'histoire d'Ed Gein, je vais quand même citer ma source parce que je prends l'information telle quelle, donc on va donner les crédits à ceux qui le méritent. Mm-hmm. Fait que c'est RMC Crime écrit par Alex Mansell le 8 août 2022. Donc je me fie pas mal à ses faits parce que c'est super intéressant de voir qu'est-ce que ce style malade-là a fait. Vraiment, il allait pas bien. Donc, on parle de Ed Gein actuellement. Son enfance a été marquée par un père violent puis alcoolique. Là. Ça, c'est le grand classique. Et une mère fanatique religieuse qui lui ressasse que les femmes sont toutes des créatures immorales. C'est un beau cocktail explosif. Exact. Puis moi, je sais pas, est-ce que tu as vu Midnight Mass? Oui. T'as vu Midnight Mass? Oui. Moi, quand j'entends une femme religieuse qui ressasse que les femmes sont des créatures immorales, je pense à justement la religieuse qui nous plaît pas particulièrement dans Midnight Mass. Là. Ouais, la rousse, là. Ouais. Fait que, bref, par la suite, on a Ed Gein qui va idolâtrer sa mère, lui voulant un véritable culte. Puis celle-ci va l'empêcher d'avoir d'autres amis et même elle va le déscolariser pour qu'il reste avec elle, donc rien de plus sain. Puis c'est à la mort de cette dernière que Ed Gein va commencer à perdre le contrôle de lui-même. Fait que là, on voit tout de suite Psycho. Là. Ensuite de ça, lui refusant la mort de sa mère,
Il va tout faire pour la faire vivre à nouveau, donc en faisant notamment des incantations devant sa tombe. À partir de ce jour, il va se mettre à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit d'humain. Ça va super bien, Endgame. De femmes riches, puis dans le but de se transformer finalement en sa mère. Et le 16 novembre 1957, Bernice Wooden, une femme de 58 ans, va disparaître. Puis un témoin dit aux policiers qui ont aperçu finalement Endgame rôder autour des magasins de la victime à l'heure de sa disparition. Donc là, les enquêtes vont commencer à se faire. Puis les enquêteurs vont décider de se rendre au domicile de l'homme pour mener leur enquête. Puis c'est en arrivant qu'ils vont voir des abat-jours, des rideaux, des gants, des draps. Tout son intérieur finalement va être constitué de peau humaine. C'est parfait. Ça doit faire une belle décoration, par exemple. Ikea devrait s'inspirer peut-être de ça. Ben, si t'as vu, justement, c'est ça, le Texas, silence le silence des agneaux. Aussi, c'est ouais. ça aussi. Ah ben ça, je me rappelle pas tant. Quand il rentre, finalement, il y a plusieurs parties de son décor qui sont faites en peau humaine. Entre autres, le manteau qui essaie de se faire. Ah, OK. Ouais. Ben oui. Pourquoi pas? Un petit mardi. Ouais, c'est un petit mardi tranquille avec une petite bière. Donc voilà, puis ça dit que Endgame va pas s'arrêter là. Les policiers vont découvrir des bocaux remplis de morceaux humains, notamment des nez, des visages. Surtout, ils retrouvent le corps de Bernice Wooden pendu par les pieds. Ça, on commence à retrouver un peu plus la touche de Texas Massacre, tu sais, des espèces de cadavres pendus. Puis c'est ça, ils sont pendus par une poutre dans son hangar, décapité, éventré et vidé de ses entrailles. Joie. Bah oui, c'est un bon gars, là. Tu le vois, tu y offres une bière, pis t'es comme, raconte-moi un peu ton histoire, là. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Ensuite de ça, il y a un procès. Donc, suite à ces découvertes-là, il va être arrêté, puis il va être accusé d'avoir tué 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. D'après le nombre de visages et d'ossements qu'on a retrouvés chez lui, au moins 15 corps ont été exhumés selon les enquêteurs. Donc, finalement, son procès s'est tenu le 22 novembre 1957. Les jurés ont estimé que son état n'était pas compatible avec un procès normal en raison de sa folie. Fait qu'il devrait y avoir une audience qui va déterminer finalement plusieurs années plus tard qu'il n'était pas apte mentalement à être jugé. Fait que en 1968, l'homme est finalement reconnu saint d'esprit. Puis ça va être là qu'il va être responsable de ses actes. Donc, il va être condamné pour le meurtre avec préméditation. Puis là, plus tard encore, un 3e procès va avoir lieu, puis des années plus tard, ils vont revenir sur leur décision pour le juger non coupable, puis mentalement irresponsable. Puis ce charmant Endgame va finalement être interné dans un hôpital psychiatrique, puis il va être diagnostiqué de la schizophrénie, rien de plus, puis il va décéder en 1984 d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. Puis il va être enterré aux côtés de sa charmante maman tant aimée. Puis c'est ça. Il y a eu par la suite de nombreux actes de vandalisme sur sa pierre tombale, puis il sera transféré dans un musée. Ça, tu le savais? Non, mais avec raison. Oui, mais c'est ça. Exactement. Donc, il va être transféré dans un musée en 2001. OK. Puis voilà. Donc, voilà l'inspiration de ce film, du roman d'ailleurs. C'est assez morbide, en fait. Oui, puis tu sais, on retrouve quand même un peu la couleur de Psycho à travers tout ça. Là. Tu vois un peu l'état psychologique, du moins, de Dorman. Tu vois un peu le Endgame là-dedans, là, puis la relation avec sa mère d'ailleurs. Ouais. Fait que toute une histoire quand même. Puis là, on va pouvoir parler de la conception de Psychose. Donc, l'idée d'Alfred Hitchcock, il a acheté les droits, puis ça, c'était toi qui m'avais emmené ce fun fact-là, que je savais pas, en fait, qu'il avait acheté ça du roman. Oui, en fait, comme tu l'as dit, là, Psychose, c'est tiré d'un roman. Ouais. Et Hitchcock, il a acheté les droits de ce roman-là pour 9 500 $. C'est quand même pas beaucoup, hein? C'est très peu. C'est fou. Comparé à tout l'argent que le film a fait, là, exact. C'est très peu. Puis tu savais-tu que ça avait été acheté pour 9 000 $, t'as dit? Non. Par rapport à tout ce qui est vraiment comment le film a été conçu, là, je me suis vraiment gardé de toute information. Je me suis dit que j'allais être informé ici ce soir. Excellent. J'ai quand même pas mal de fun facts, par exemple, pour vous autres, mais ça va être un petit peu plus tard. Là. Excellent. Bon, parfait. Fait que on va enchaîner. Fait que Alfred va aller voir Joseph Stefano pour lui demander d'écrire le scénario, puis il soumet le projet une nouvelle fois à Paramount parce que Paramount avait refusé de faire le film. Puis Alfred, il va tenter à 2 reprises de le faire produire par Paramount, puis ils vont finalement refuser les 2 fois. Fait qu'il va décider de le produire lui-même, il va hypothéquer sa maison, puis il va signer une entente avec Universal pour tourner le film. Fait que le long métrage va être tourné sur les plateaux de Universal. Puis au lieu de toucher son 250 000 habituel, Hitchcock propose donc de toucher 60% du box-office.
qui équivaut à 30 millions. Là. Ouais. Je vais enchaîner avec, je sais pas si tu savais, si vous saviez en fait, là, en combien de jours a été tourné le film. C'est pas 30, 35 jours, là? Très 30, peu de temps. 30 jours? 30, ouais, t'es bon, puis pour vrai, c'est impressionnant, là. Surtout quand tu sais que, là, je veux pas trop toucher à la scène de la douche, là, mais elle a quand même pris... Une semaine. Ouais, ben c'est ça, exact. 7 jours, ouais. Exact. Fait que bref, là, on continue un petit peu dans la production du film. Mais savais-tu que quand il a eu le feu vert pour tourner son film, Hitchcock est allé acheter tous les livres. Oui, ouais. c'est ça, exact. Parce qu'il voulait pas que personne soit au courant de la fin. C'est Exactement. fou. Ouais, c'est malade. À quel point t'es capable d'aller loin pour comme garder le Ouais. punch final ça te secret. fait un film culte. Là. Ouais. Ben oui. Mais Andréan, tu me voles ma prochaine information. J'allais exactement dire ça. Donc, ben, c'est fait. Puis après ça, ben, il va faire promettre à Anthony Perkins, puis Janet, puis à toutes les autres équipes de garder le secret par rapport au film. Puis il va également distribuer des fonctions, il va distribuer des scénarios en fonction des scènes pour pas que le casting puis les équipes techniques en sachent trop d'avance. Il va y aller au fur et à mesure pour être sûr de garder le suspense puis le secret. Personne ne savait dans l'équipe de tournage, ni les acteurs, ni l'équipe de tournage, qu'est-ce qui allait se passer durant la scène finale avant que ça soit tourné. Fait que c'est au moment de tourner la scène qu'elle dit « Bon, mais écoute, là, je vous fais le reveal. » Il se passe telle et telle chose. Donc, c'est fou pour vrai. C'est fou. Hitchcock, là, un génie pour vrai. Là. Tu peux juste créer un film comme ça en faisant aussi attention. Mais ça veut dire qu'il faut que tu tournes ta scène finale à la fin. Pas le choix. Pas le choix. Exact. Ouais. Exactement. Wow. Ouais, c'est fou, là. C'est vraiment c'est nice. ça, mais tu sais, il a vraiment fait promettre là, la main droite levée dans les airs là, à toute l'équipe. Exact. Vous ne divulguez aucun renseignement par rapport au script. Vous n'avez pas le droit d'en parler à personne jusqu'à temps que le film soit sorti. Exact. Donc, il a fait vraiment promettre à toute son équipe de tournage et les acteurs. Ben, justement, tu parles de la sortie du film, donc on va entamer le bout de la promotion du film parce que ça aussi, c'est vraiment impressionnant comment il a fait ça. Il va faire imprimer des affiches sur lesquelles il dit qu'une fois que le film est commencé, personne ne pourra rentrer dans la salle. Donc là, il va commencer à créer une espèce de suspense. Il va distribuer également aux propriétaires des cinémas un disque de musique sur lequel on peut l'entendre lui-même faire un décompte du temps avant la prochaine représentation. Fait que tu sais, tout pour genre builder sa hype, là. C'est vraiment impressionnant. Puis il va faire réaliser une bande-annonce de plus de 6 minutes qui est excessivement longue pour l'époque, là. Est-ce que tu sais que dans la bande-annonce, c'est Vera Miles, elle qui joue la sœur de Marion, qui va jouer le rôle de Marion parce que Janet Leigh n'était plus disponible pour tourner. Donc, dans la bande-annonce, c'est sa sœur qui joue le rôle de Janet Leigh. Je savais pas, non? Ouais. C'est nice. C'est ça, parce qu'elle était vraiment plus disponible. Elle avait seulement 3 semaines pour tourner le film. Puis dans ces 3 semaines-là, comme on l'a dit, elle a passé 1 semaine uniquement à tourner la scène de la douche. Fait que c'est quand même fou, là. Wow, mais ça veut dire que dans la bande-annonce, c'est pas des scènes du film qui ont juste été reprises. Non, c'est ça, exactement. C'est un genre de tournage comme par rapport. Je peux pas dire n'importe quoi, mais j'imagine que c'est ça. Logiquement, là, ça serait vraiment, c'est vraiment ça nice, qui s'est produit. Là, Fait qu'en plus, tu crées une bande-annonce de plus de 6 minutes, puis ça spoil quasiment rien de ton film, parce que c'est même pas partie de ton film. C'est un autre tournage, c'est fou. Ah, c'est d'Hitchcock. Il est malade. Il est malade. Oui, définitivement. Puis voilà, donc on arrive finalement à qu'est-ce qu'on en a pensé, parce que là, on parle beaucoup de ce qui entoure le tournage, puis comment que ça a été conçu. Mais concrètement, là, le monde veut le savoir, mais ça s'entend, je pense, quand même dans nos voix. Là. Mais on va te poser la question en premier, Alec. Comment tu pourrais parler de ton expérience de Psycho en survol? Parce que nous 3, c'est récent. Là. OK, ben écoute, là, pour le podcast aujourd'hui, je l'ai réécouté 3 fois. Là, parce que moi, j'aime ça être préparé. La préparation est impressionnante. La première écoute, c'est toujours une écoute libre. Tu sais, comme je l'écoute, puis je laisse le fil défiler. Tu sais, le film défiler. La deuxième écoute, je porte un peu plus attention à certaines scènes, j'essaie d'analyser certaines choses. Puis la troisième écoute, c'est là que je vais prendre mes notes. OK. Fait que, écoute, mais c'est un film là qui passe de même. Ouais. C'est fou, là. C'est un film d'1h49, là. 49, 49. Puis à toutes les fois que, mettons, sur ma manette de PlayStation, là, je checkais, mettons, combien ça faisait comme 20 minutes. Aïe, on dirait que ça fait 2 minutes, je viens de checker. Ça passe de même. C'est un film en noir et blanc. Le pacing est bon. On s'en jasait hors honte tantôt, mais c'est un film avec un scénario tellement simple, mais tellement efficace. Une fille qui vole de l'argent, s'en va dans un motel, se fait tuer. Des gens partent à sa recherche. On découvre l'identité du tueur finalement. C'est ultra simple, mais tellement efficace. C'est classique, c'est le montage, c'est le score, mais c'est surtout la performance des acteurs qui fait en sorte que le film est efficace. Moi, Psycho, là, je pourrais le regarder 10, 15, 20 fois, là, back à back, sans me tanner.
Absolument. Ça vieillit bien, c'est une leçon de cinéma, puis on peut comprendre pourquoi ce film-là est tellement culte. Ouais. L'influence. Tu sais, à quel point Hitchcock, le nom Hitchcock, ça fait partie de nous avant même d'avoir vu le film. Tout le monde sait c'est qui Hitchcock, tout le monde a déjà entendu ce nom-là, mais c'est pas pour rien. Là. Si son nom a résonné autant, c'est parce qu'il nous sort des films de cette qualité-là. Puis Psycho, ça le... Écoute, je peux vraiment comprendre pourquoi son nom a résonné autant, puis on est rendu 64 ans plus tard, puis ce film-là est bien meilleur que beaucoup de films qui sortent en 2024. Là. Beaucoup, là, ouais. Donc, non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre sur toute la ligne. Nice. C'est un 10 sur 10, honnêtement. Je le dis tout de suite, là, je vends ma mèche, mais c'est un 10 sur 10. On a la même note. Parce que, pour vrai, il n'y a rien de ce film-là qui est pas bon. Non, parce qu'il y avait le droit à l'erreur, puis il l'a pas fait. Ouais. Tu sais, puis en 1960, là, surtout, tu sais, il a fait une scène qui était considérée comme vraiment la scène de la douche, là, voir de la nudité. Juste la cuvette aussi. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Simplement avoir une toilette qui flush, là, pour beaucoup, c'était comme, ben voyons donc, on voit ça. Ouais. C'est beaucoup trop. Puis, écoute, de savoir toute la technique qu'il a utilisée avec les moyens qu'il y avait en 1960, moi, ça me fascine. Là, de savoir qu'il a utilisé, on en reviendra, là, mais la scène de la douche, là, j'ai hâte qu'on en parle parce que, sérieusement, là, il y a eu tellement de techniques utilisées. C'est impressionnant. Hallucinant, le travail qu'il y a derrière tout ça. On va la disséquer, cette scène-là. Chapeau à Hitchcock, chapeau à Bernard Herrmann qui a fait un score hallucinant, man. Qui nous fait, là... Il s'est surpassé... Ça nous fait vraiment ressentir l'état de panique du personnage, là, parce qu'à toutes les fois qu'on a un moment de stress dans le film, on l'entend le petit... Puis, tu sais, Exact. J'étais allé voir, ça me fait penser juste une petite anecdote rapidement, là, mais j'étais allé voir un spectacle dans le temps de l'Halloween, puis c'était justement des classiques qui étaient faits en violon. Là. Candlelight, ça? Exactement. Ouais. Puis j'étais allé là, puis justement, ils ont fait Psycho en violon, là, puis c'était magique. Dans une église avec des bougies, là, l'année prochaine, je vais y aller. Faut que tu y ailles. Puis ils font vraiment comme l'exorciste. Oui, il y avait eu l'exorciste. Ils font Six Sense, ils font... en tout cas, ils font beaucoup de classiques. C'est 40$ le billet. Ouais. C'est pas cher, là. Puis t'es assis presque en avant. Là. Non, c'est ça. Mais juste l'ambiance, qu'il y a je sais pas combien de chandelles allumées, là, ça a l'air hallucinant. Ouais. C'est rempli, puis c'est juste ça ton éclairage. C'est malade. C'était vraiment cool. De toute beauté. Fait que, bref, ça, c'était vraiment nice. Écoute, t'en as dit beaucoup. Andréane, je vais te laisser peut-être, si tu veux en survol, parler un peu de ton expérience, des trucs qui n'ont pas été dits, peut-être. C'est dur d'aller dans l'inusité, mais effectivement, là, moi aussi, ça va être un 10 sur 10. Je pense que c'est oui, je sais. Wow. Il y a ça, puis le Seigneur des Anneaux, gang. Là, il faudrait faire un pack de 100. Les trois, on est... Exact. Moi, je suis déjà ouvert, là, je sais pas pour vous autres. Mais c'est juste... Pour un film... Pour vrai, je m'attendais... Je me suis assis en me disant j'espère que c'est pas un de ces vieux films que tout le monde dit que c'est bon, mais que tu sais que tu regardes puis tu fais comme ça reste un vieux film. Tu marques un esti de point là. Mais j'ai tellement aimé ça. J'ai fini mon écoute, j'étais comme c'était tellement bon, c'était tellement parfait, c'était tellement comme juicy puis agréable à écouter. C'était fou. Puis laissez-vous pas impressionner par l'espèce de noir et blanc. Laissez pas parce que c'est noir et blanc que ça va être un mauvais film. Puis au contraire, tu peux pas y donner de la couleur à ce film-là. Non, il est parfait en noir et blanc. Ouais. Puis non, c'est ça. C'est un film qui transcende toute forme de temps. C'est agréable à écouter, même aujourd'hui. Oui, OK, on sait que Marion va mourir rapidement parce que tout le monde a déjà vu au moins quelques images de la douche. Mais c'est pas grave. Ouais. Tu l'écoutes, puis t'es quand même surpris. Non, puis écoute, Janet Leigh, là, c'était une méga vedette à l'époque. Là. Fait que c'était une première là, de voir une vedette mourir en premier dans un film où elle meurt justement à 50 minutes dans le film, puis qu'il reste encore la moitié du film. T'es comme, oh my God, mais c'est quoi la suite? Exact. Moi, c'est exactement ça. Je me suis dit à mon premier visionnement, là, mais c'est quoi, ça va être quoi la suite? Exact. Qu'est-ce qui va suivre? Ben, moi, pour vrai, honnêtement, j'avais comme... Tu sais, oui, on a tous déjà vu la scène de la douche, mais... Quand il est arrivé la scène de la douche, j'avais pas allumé que c'était la scène de la douche. Fait que quand elle s'est fait tuer, j'ai fait comme what the fuck. Oui, mais c'est ça, mais même si tu le sais, tu l'oublies puis t'es comme surpris. Le film réussit à te piéger puis à te surprendre, même si tu le sais. Là, après ça, tu fais comme ben oui, c'est vrai. À quel point j'avais pas allumé. Ouais. Exact. Fait que là, j'étais comme what the fuck. Ben tu sais, Andréane puis Alec,
J'ai presque plus de jus. Je vais y aller sur un côté, par exemple, qu'on a parlé parce qu'on a fait Rosemary Baby récemment. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais écouté de vieux films comme ça. Donc, tu sais, puis il y a un aspect très théâtral d'un vieux film qui me gosse vraiment parce que je trouve qu'à travers l'évolution du cinéma, on a vraiment entré plus dans une espèce de normalité. Là, parce que avant, c'était super exagéré comme théâtral. Puis je me disais justement, tu sais, écouter des vieux films, genre, je sais pas, parce que ça me gosse trop. Puis crème, on est en 1960 avec Psycho. C'est aucunement théâtral. Là. Il y a un personnage qui est théâtral, puis c'est Lila, la sœur de Marion. Je la trouve un peu des fois effectivement, ouais. T'es comme tout est la fin du monde un peu là, mais mis à part ça là, c'est tout encore une fois, elle offre une super performance, mais si on parle de théâtre, c'est peut-être la seule qui va dans ce champ-là un peu. Exact. Tu sais, sinon même on a des figurants, on a des personnes qu'on voit très peu. On a parlé tantôt du policier, mais tu sais, je trouve que tout est fucking bien acté. Tu sais, puis ça m'a vraiment impressionné. L'intrigue du film, vous en avez parlé, mais on se demande vraiment où est-ce que l'histoire va aller. Le suspense est incroyable, puis il y a une fucking tension du début à la fin. Le film m'a même fait faire des sauts. Tu sais, je pense à quand c'est justement l'enquêteur qui se fait genre charger de la pièce d'à côté. Oui. Hey, je fais le saut, puis je m'étais surpris à faire le saut, puis avec la musique qui part, j'étais genre what the fuck. Ce film-là est parfait sur toute la ligne. Fait que tu sais, je vais pas comme plus en racheter parce que je trouve qu'on a fait vraiment... On a bien fait le tour. Mais on parlait beaucoup justement de l'acting. Fait que je pense qu'on pourrait y aller avec l'acting justement. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc Anthony Perkins, moi j'ai trouvé vraiment, tu sais, je vais me lancer rapidement là, mais j'étais subjugué par son interprétation, la manière qu'il va jouer son personnage, c'est vraiment remarquable. Tu vas voir toutes les différentes nuances de sa personnalité, dans sa complexité, puis aussi l'équilibre des fois entre les deux personnalités. Tu sais, il va vraiment les jouer sur les deux facettes de façon spectaculaire. On a une espèce de sentiment en lui qui a une instabilité en même temps. Tu sais, il y a des nuances qui jouent tellement bien, puis sur tous les volets. Ça m'a complètement flabbergasté, honnêtement. Une très, très, très belle performance. Puis, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le personnage en soi, la qualité de l'acting. Au moins sur l'acting du personnage, mais peut-être plus sur le casting même. Ouais, on peut en parler plus de façon générale. Ouais. C'est quelque chose qui a été changé par rapport au livre original. Dans le personnage de Norman Bates, c'est des choses qui ont changé, surtout quand ils ont casté Anthony. Parce qu'à la base, le personnage de Norman était très antipathique. Donc, il allait moins chercher justement le côté que Anthony pouvait apporter au personnage, c'est-à-dire on le prend un peu en pitié. On a de la sympathie pour lui, alors que dans le livre, pas du tout. Là, c'est un homme d'âge moyen qui est bedonnant, qui est très, 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 très instable, mais qui a l'air vraiment instable. C'est ça, qui est très renfermé, puis qui a vraiment des espèces de passion étrange pour la pornographie, l'occulte, la religion. Donc, il a l'air instable, il est instable, le personnage. Et quand ils ont casté, justement, Anthony Perkins, ils ont tout changé ça. Ils ont enlevé ça, justement, pour que le spectateur puisse un peu plus s'identifier. S'attacher au personnage de Norman. Fait qu'ils l'ont un peu plus humanisé. Oui. C'est cool. Puis, dans le fond, mais... justement, ils ont effacé aussi le fait que Bates, dans le roman, en fait, a des problèmes d'alcoolisme. Ah, OK. Ouais, donc, et dans le roman, là, je vous spoil un peu, c'est justement dans ces moments d'alcoolisme-là, obligé, qu'il fait le switch de personnalité entre lui et c'est intéressant, ça. Est-ce que vous avez... Je vous lance une perche, là. Avez-vous vu le remake? Non. Je ne l'ai pas vu non plus. Semble-t-il qu'avec Vince Vaughn, qui va jouer le rôle de Norman Bates. Semble-t-il que quand il espionne Marion dans la douche, il se masturbe. Puis c'est une fois qu'il éjacule qu'il fait le switch. Que là, il devient comme la mère. C'est ce que j'ai entendu dire dans un podcast que j'ai écouté en m'en venant ici tantôt. Donc là, toi, tu parles que c'est l'alcoolisme dans le livre. Là, c'est un peu plus la pornographie ou peut-être que c'est plus relié au sexe dans le remake. Mais semble-t-il que c'est un remake plan pour plan. Là. C'est identique plan pour plan. Là. Il n'y a aucun plan qui est différent. C'est identique à celui de 60. Donc, mais pourquoi refaire si vous l'aviez vu? Psychose? Bonne question. Surtout que... Puis Vince Vaughn. Ouais, puis c'est un choix curieux quand même. Ellen Hirsch, quelque chose de même, qui a joué le rôle de Marion. OK. Bref, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais... Sais-tu quand est-ce que c'est sorti? 98. OK. En 98, ouais.
Puis sûrement qu'ils ont utilisé les mêmes décors parce que, là, parenthèse, là, mais en 2017, je suis allé en Californie. Oui. Puis j'ai fait le Universal Studio Tour. Puis on nice. peut aller voir le motel et la maison derrière. Donc je suis vraiment passé devant la maison dans laquelle ils ont filmé l'original. Puis ils ont tourné la série Bates Motel à la même place. Là. Donc nice. probablement qu'ils ont filmé l'original, le remake et la série Bates Motel. Puis ce que je voulais savoir aussi, avez-vous vu les suites? Non. Hey, mais ça, là, ça me fait chier parce que je voulais voir le 2, 3, 4 avant de venir ici, mais là, finalement, j'ai priorisé le film 3 fois à la place d'écouter d'autres films. Mais c'est vraiment, semble-t-il que Psycho 2 et 3, c'est vraiment bon. Ça a l'air que le 4, un peu moins bon, mais ça a l'air que le 2 est excellent. C'est encore une fois Anthony Perkins qui revient 27 ans plus tard là, dans le Bates Motel. Il ressort de son hôpital psychiatrique et tout. Là. Wow. Donc, on s'en rejasera. Peut-être pour un épisode futur. Là. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Très bonne idée. Je te laisse poursuivre, Andréane. Excuse, j'ai accroché. C'est pas grave. Oui. Donc, il y a eu vraiment comme une espèce de chiffre de personnages complètement, même que quand Marion, elle arrive justement la première fois au motel, mais Norman, il lit un livre d'histoire, donc on n'est pas du tout vers l'espèce de personnage très reclus, très instable, très comme « Ah, je suis un peu bizarre ». On le présente vraiment comme quelqu'un, c'est un joli garçon qui a l'air d'avoir une tête sur les épaules, qui est capable d'avoir... un petit peu maladroit, mais comme rien d'inquiétant. Un peu gêné, mais tu sais, c'est gêné, mais tu sais, peut-être juste par manque justement de contacts sociaux, mais tu sais, ça veut... Puis très instruit, puis tu sais, qui a l'air d'avoir des passions. Oui, OK, il fait de la taxidermie, mais tu sais, on est loin de des espèces de livres de pornographie étranges, puis de culte. Je pense que c'est un changement vraiment important, là, parce que ça aurait pas pantoute donné la même chose. Du tout, parce que là, on aurait détesté Bates dès le début. Alors que là, t'as comme un méchant auquel tu peux t'identifier. Puis en fait, tu l'aimes, Bates. C'est ça. Oui, il est tellement attachant. Oui. C'est juste le côté, justement, plus quand il... Tu te sens tu te sens plus trahi, en fait, par le personnage. Comme ça, justement, quand tu l'as trouvé cute, puis tu l'as pris en pitié avec sa relation toxique. En même temps, c'est ça, il y a vraiment un côté gentil. Oui. C'est quand il switch, là, t'es comme, OK, on n'est plus dans la même personne. Mais le côté gentil, effectivement, je prendrais une bière des fois avec lui. Il parlerait de ses oiseaux empaillés, puis ça serait intéressant. T'as-tu fini avec ton casting? Ouais, ben moi j'avais quelques petites autres informations, mais ok, ben écoute, parce que là, puisqu'on parle de Tony Perkins, là, moi je veux dire qu'il a volé le show, clairement. Oui, Sa prestance, beau bonhomme, il inspire confiance. D'ailleurs, lui, il est sorti du garde-robe très tard dans sa carrière. Hein. Anthony Perkins est homosexuel, mais on l'a su, il était rendu dans la cinquantaine avancée. Ouais. Je savais pas probablement qu'il l'était au moment de tourner le film, mais bref. C'est juste une parenthèse pour dire un fun fact là, quand même cool. Parce que, oui, justement, beau bonhomme, il inspire confiance. Il a l'air, justement, quelqu'un qui peut être facilement attachant. Parce que, je vous écoute parler, puis clairement, on s'est un peu attaché à ce personnage-là. Mais oui. Mais c'est ce qui fait en sorte que ça le rend encore plus spécial. Il semble naïf. Voire un peu même childish par bout. Il est très, très, très enfantin. Il va jouer la gamme d'émotions en merveille. Comme tu as dit, là, il va passer du stress à l'assurance, à la confiance, au doute, à la peur. Écoute, on voit tout ça dans la même scène là, pratiquement. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment spécial. C'est vraiment une performance flawless, là, ça, c'est définitif. Puis, ce que j'ai aimé, c'est comme tu as dit, souvent, il va changer drastiquement d'émotion. Comme là, j'ai noté en exemple, quand Marion va lui dire qu'il pourrait placer sa mère dans un centre de personnes âgées, puis il va dire, c'est quoi, un madhouse, genre? Si tu veux vraiment que je la place dans une place de fou. Ouais. Puis là, tout de suite, là, on le voit comme virer, tilter un peu, là. Fait que ça... Une espèce d'instabilité, là. Exactement. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça efficace. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré de sa performance. Mais règle générale, je pense que tout le casting est bon. Ça, c'est rare dans un film qu'on peut voir ça. En 1960, en plus, là. Ben oui, Janet Leigh, qui était une méga vedette, elle est excellente. Arbogast, c'est un excellent détective. C'est le seul qui va vraiment faire un peu paniquer Norman Bates. Tandis que quand c'est Sam qui le confronte, là, il est comme, qu'est-ce que tu veux, toi, tu sais, puis il va s'en foutre un peu. Non, Arbogast, là, il va le faire bégayer, là, puis pas à peu près, là. Sinon, ben, malgré la performance un peu théâtrale de Lila, j'ai trouvé que c'était une super bonne actrice. Et Samuel, lui aussi, beau bonhomme, tu sais, gars typique des années 60. Je trouve, tu sais, il y a un peu le look Elvis, un peu, c'est sûr parce qu'on a seulement un modèle là, sur quoi on peut se fier, mais j'ai trouvé que non, tout le monde avait sa place, tout le monde était bien casté, bien dirigé. Même le taux qui amène le 40 000, là.
Même lui, dans sa Ouais. façon C'est qu'il des- rentre, oui. il est tellement bon. Puis, tu sais, il joue de façon naturelle. J'étais genre, Puis, what the fuck? saviez-vous que les deux seules personnes qui avaient droit à improviser, c'était Janet Leigh et Anthony Perkins? Ah ouais. Et Anthony Perkins, là, quand il mange des petits candy corn, là, c'est tout improvisé, ça. Oui. C'est de son plein gré, ça, qui a amené ça de Impressionnant. lui-même. C'est pas, Impressionnant. c'était pas dans le script. Lui, il avait ça, il a proposé ça à Hitchcock, il a dit « Qu'est-ce que tu penses si je ferais ça? » Puis il a dit « Ouais, pas de problème. » Fait que toutes les fois où on le voit manger des petits candy corn, là, c'est de son Ça plein rajoute gré. tellement plus en... Ouais, Ah, parce c'est- qu'il a l'air confiant, il, est comme, Ouais. il fait ses petites affaires, moi, chez tu bonbons. Tu sais, il va même le dire à un bagage en candy, comme ça, t'en c'était veux-tu? genre improvisé. Ouais, c'est tout improvisé, ça. Regarde, il devait être comme what the fuck. Ah, c'est ça. Mais ça rajoute au Ah, côté c'est enfantin, justement, Exact. de, Oui, de exact. Norman. Puis ça fait écho avec la scène où, justement, t'as Layla qui va rentrer dans une chambre d'enfant. Oui, Puis qui oui. est en oui. fait la chambre de Norman, mais Ouais. c'est un lit d'enfant, c'est un petit listin Ouais, avec avec plein des de toutous. nounours, là, puis Oui, c'est ça, ouais. Vrai. Puis Belle elle observation, va Grande. prendre un livre et elle va l'ouvrir. On verra pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Semble-t-il que c'est de la pornographie. Oui, mais justement, Ah, tu sais, ouais. tu vois dans son regard que il y a quelque chose qui va pas. Ouais. C'est probablement de la pornographie parce que justement le personnage dans le livre a justement cette espèce d'obsession là, mais on le verra pas, mais on le sait qu'il y a un problème. Mais de trouver justement ce genre d'objet là dans une chambre pour enfants, C'est spécial. C'est dérangeant. Ouais. Mais il y a toujours cette espèce d'enfant qui a jamais vieilli, qui est encore sous l'espèce de possession de sa mère là. C'est Vraiment. Puis on voit quasiment du Beaux Afraid là, aussi. Oui, à travers, ouais, c'est vraiment. ça, on voit de l'influence, là, mais moi, j'aimerais Merci de plugger Boys que ça fait plaisir. Ça va devenir notre Rob Pat, je pense. De Ah oui, ouais, Le c'est Rob ça. C'est Pat. un bon classique de Rob Pat. Rob Pat qui était plugué à chaque épisode. Ouais. Nous autres, ça va être Beaux Afraid. Mais j'aimerais quand même qu'on passe 2 petites secondes pour reparler de Mort Mills. Parce que je suis vraiment content. Tu sais, le policier, il était sacoche. Ouais. Donc, on finit avec le casting. Fait que je me disais, faut le renommer parce que Asti qui est solide. Les gens, ils vont l'écouter, ils vont faire comme, je comprends pas. Non, ben, tu vois la scène puis tu comprends, je pense, instantanément. Là. Tu vas pas Ils ont chercher beaucoup plus trop loin. Là. capoté Mais sur à quel ça. point ce personnage-là, par contre, oui, il est bon, mais il a l'air tellement suspicieux, mais il pousse jamais Non, comme c'est ça. son Non, enquête non, plus exact. loin. Là, il est comme, ok, finalement, elle croche. Ouais. Mais, C'est beau, tu peux y aller. mais moi, je pensais que c'était lui, à un moment donné, qu'on allait voir arriver puis qu'il allait enquêter, justement. Ben oui. Ouais, sur la- ben oui, Mais ben non, oui. jamais, on le Non. revoit plus. Il est là, l'autre bord de la rue, à côté de son char, puis il regarde. Il embarque dans son char, il s'en vient voir. Là, le gars du garage, il dit ouais, mais payer cash tout, puis il est comme ouais, je savais qu'il Ouais, crash. Je le savais. Bonne route, non. Ouais, Y a c'est pas ça. de stress. J'ai fait ma job, j'ai eu mes réponses, mais je vais pas chercher Lui, plus il loin. avait le droit d'opérer dans un cadrier spécifique, puis c'est ça qu'il a fait. Puis elle est Mais partie, quand puis même, il pouvait plus la suivre. si j'étais genre le gars qui sélectionne mes policiers, je le voudrais quand même. Parce Ouais. qu'il est sacoche. Oh, ouais. Il est sacoche quand Il même. est intimidant, là. charisme. Il pousse pas plus loin, mais t'es comme, bah, man, t'as l'attitude. C'est correct. Mais Tu en l'as, même la temps, job. honnêtement, le chapeau à Janet Leigh, là, premièrement, tellement de belles femmes, là, puis Ouais, deuxièmement, ouais. c'est sa performance là, quand elle est comme Ouais. en plein doute, là, puis elle dit ben, pourquoi je peux pas m'en aller, puis tu sais, ses Exact. grands yeux, puis tout. J'ai vraiment aimé Ouais. les Ouais. échanges entre ces deux personnages-là. Définitivement, absolument. Puis, écoute, ça m'amène, Andréane, on se parlait tantôt, t'avais amené des belles ressemblances entre les personnages, surtout de Norman puis de notre de Janet. Marion, ouais. Tu vois que les noms, c'est pas ma force. Mais bref, tes ressemblances étaient vraiment pertinentes, donc je te file la place. Vas-y. Donc, en fait, je m'en vais dans un aspect un peu plus freudien, analyse Ben, il y a beaucoup de psychologique. Freud aussi Oui, dans le exactement. Donc, pour parler un petit peu de à quel point ces deux personnages-là sont similaires, peut-être beaucoup plus qu'on le pense, en fait. On peut les voir de manière très opposée, puis on va se poser la question, justement, pourquoi est-ce qu'on a un personnage principal comme Marion Crane Ouais. qu'on va perdre après seulement un tiers du film, Exact. pour ensuite passer au personnage de Norman. Ouais. Mais en fait, quand on regarde ces deux personnages-là mis côte à côte, ça fait totalement du sens. Ouais, c'est un genre de reflet l'un de l'autre. hein. Exactement. Donc, pour commencer avec mon analyse très freudienne du film de Psycho, il y a 3 étages, là, pour ceux qui sont un peu familiers là, avec la psychologie. Il y a 3 étages du niveau inconscient. Donc, c'est ce qu'on appelle le ça, le moi et le surmoi. Ouais. Donc, le surmoi vraiment au niveau supérieur et fait référence aussi, fait À écho... l'étage de la maison. Exactement, Ouais. à la maison familiale des Bates, donc où il y a à l'étage supérieur la mère, donc le surmoi,
Au rez-de-chaussée, on a le moi, donc l'étage de Norman, conscient comme étant vraiment sa propre personnalité. Et on a le ça, qui est au sous-sol. Donc, la maison familiale des Bates fait justement référence à ces 3 états d'inconscient humain. Oui, donc la maison est d'un espèce de reflet à la psychologie. Exactement. Puis, vers une autre notion freudienne, donc on a ce qu'on appelle en allemand le Unheimlich, qui est en français qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. Donc, on voit souvent ça quand on parle en littérature fantastique de l'inquiétante étrangeté. C'est un concept développé par Freud pour parler de justement des choses qui sont familières, qui deviennent non familières, qui deviennent un peu étranges. Donc, quelque chose avec lequel tu étais habitué de voir, de côtoyer, ce genre de choses-là, et que finalement, quand tu le regardes, t'es comme... ça a changé et c'est cette espèce d'angoisse-là que ce changement de quelque chose qui était comme normal, ordinaire, justement du quotidien, devient... T'es comme plus sûr si tu le connais si bien que ça. Ou il y a quelque chose qui a changé puis t'arrives pas à dire quoi. Dans cette inquiétante étrangeté, on a l'aspect de ce qu'on appelle le double inquiétant. Et il y a plusieurs façons de représenter cette espèce de double inquiétant-là. Et un de ces aspects-là, c'est l'aspect du miroir. Et le miroir, symbole justement de ce double-là entre les personnages, on va le voir souvent dans le film quand... Dans plusieurs scènes. Oui, exactement. Quand Marion et Norman vont se parler, et même Marion toute seule. Il va avoir toujours... on va voir Marion au travers de vides de voiture. Elle va regarder justement ses rétroviseurs. On la voit se refléter dans les lunettes du policier. Les lunettes du policier, j'avais pas pensé ça. Ouais, mais c'est surtout quand elle va parler à Norman, quand elle va vouloir s'enregistrer au comptoir, Norman et Marion vont se faire face, mais ce qu'il y a à côté de Marion, c'est un miroir qui va la refléter, elle. Et ensuite, quand il va aller dans la chambre pour parler avec elle, les 2 personnages se tiennent devant un miroir. Donc, pour vraiment indiquer que chaque personnage est le reflet l'un de l'autre, mais d'une manière très jour et nuit. En même temps, ils sont le reflet l'un de l'autre, mais pour aussi parler du contraire de l'un de l'autre. Exact, comme genre un peu le jour et le contraire de la nuit. Oui, c'est ça. De représenter ça. Oui. Et il y a plusieurs doubles inquiétants là, dans Psycho. Déjà, t'as la mère, qui est l'espèce de double de Norman, mais c'est ça, donc, et Norman et Marion. Et sachez, le nom de Marion a été changé. Dans le roman, à la base, elle s'appelle Marie. Ouais. Mais non seulement il y avait déjà une Mary Crane qui habitait réellement à Phoenix, donc ils ont changé le nom pour Marion, mais Marion et Norman, ce sont des noms qui se ressemblent beaucoup plus. Donc, qui appuient encore plus la théorie. Exactement. Et donc, le monde dans lequel Marion évolue, c'est l'espèce de quotidien jour après jour contemporain des Américains. Et on la voit surtout au début du film, quand le film commence, on la voit de jour. Elle est dans le soleil, elle est dans la lumière. Où le monde de Norman, lui, c'est plutôt la nuit. Donc, vraiment, cette espèce de côté très sombre de cette Amérique-là contemporaine. Et l'histoire qui semble très séparée de ces 2 personnages-là n'est finalement pas du tout séparée. Donc, il faut vraiment arriver à voir ces 2 personnages-là pour avoir une espèce de vision globale de la chose. Et quand Marion va commettre en fait son crime de voler de l'argent et qu'elle va prendre la voiture et elle va partir, si on regarde le début du film, entre les scènes, on a des fondus. En langage cinématographique, souvent, ces fondus-là, il y a un laps de temps qui a passé entre les 2 scènes. Sauf que quand Marion va prendre la voiture et qu'elle va commencer à rouler, le cadre dans lequel on va la voir va se rapetisser de plus en plus. Et à chaque fois que le cadre va se rapetisser, la nuit va commencer à tomber. Donc, on commence avec quelque chose qui est très de jour, ensuite crépuscule, et à la fin, on finit vraiment, c'est la nuit noire. Et on n'est plus dans les fondus, mais on est vraiment dans les coupures. Parce que le personnage de Marion n'a plus conscience elle-même du temps qui passe. On est dans sa tête, on est dans sa psychologie, quelque chose qui était super objectif au début du film, là on tombe quelque chose qui est très subjectif. Et Marion va, à ce moment-là, quand on tombe dans la nuit, elle va avoir une espèce de sourire inquiétant et elle va regarder la caméra
Et comment le film se finit en plus. Exactement ce que j'allais dire. Norman à la fin du film avec le même genre de sourire, ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est des scènes, c'est des images qu'on est capable de mettre une à côté de l'autre dans le film. Ces deux personnages-là vont avoir la même réaction, le même regard caméra, le même sourire. Et donc, c'est vraiment ces deux personnages qui se répondent d'une certaine façon. Ouais, puis même dans les motivations des deux personnages, les deux essaient de se sauver d'une situation, là, un peu, là, comme le Norman, il est pris avec l'emprise de sa mère, puis t'as l'autre qui cherche un peu la liberté, puis de s'enfuir des responsabilités, puis de partir avec son argent. Donc, exact. Les deux sont comme motivés par les mêmes buts aussi. Là. Oui, puis, tu sais, dans la voiture, et, tu sais, par rapport justement à ce sourire-là, dans la voiture, Marianne, ce qu'elle entend, parce que là, on commence à entendre les voix qui se passent dans la tête des personnages. Oui. Mais c'est la voix de son patron, puis de Cassidy qui parle d'elle, puis qui l'accuse, donc d'un ton accusateur. Et avec Norman, il entend sa mère qui l'accuse, qui blablabla. Écoute, je l'avais dans mes points. Là, je suis content que t'en parles, là, parce que niveau réalisation, là, de voir des voix off pendant qu'elle conduit. Fait qu'elle s'imagine qu'ils sont en train de dire de elle là, au bureau comment ça qu'elle n'est pas là, puis ici, puis ça. Mais je trouvais qu'en 1960, c'est peut-être parce que j'ai pas vu beaucoup de films de cette époque-là, mais je trouvais qu'au niveau réalisation, c'était wow. Là. C'est qu'on puisse voir des voix off de elle, de voir son sentiment de panique, puis pas juste de nous faire ressentir avec du visuel, mais de rajouter de l'audio avec ça. Définitivement. Sans mettre l'image qui vient avec l'audio. Là. Je trouvais que c'était vraiment du génie. Là. Donc, par rapport à ça, c'était vraiment puis que tes personnages réagissent aussi à ces voix off-là. Tu vois que c'est dans une espèce de dilemme. T'es comme, man, t'es en 1960. Là. C'est insane. Wow. Pour Hitchcock, là, chapeau. Je veux vraiment voir ces autres films. Là, parce que... Exact. La barre est haute. J'ai pas fini d'être impressionné, je pense. Non, définitivement. Puis Andréane, tu fais bien quand même de mentionner beaucoup les théories de Freud parce qu'on est quand même en 1960. Donc, comme tu le disais, on s'en parlait tantôt, là, mais c'est un moment très présent de justement des théories de Freud. Puis on a le complexe d'Oedipe aussi qui est vraiment représenté. Qui s'en vient. Là, Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, justement, Marianne, justement, dans ce moment de transition en voiture-là, elle quitte le jour pour aller vers la nuit et elle va vers le monde de Norman. C'est son beaucoup monde à lui. de contrastes dans ce film-là, hein? C'est fou. Exact. Puis je vais amener un petit fun fact, mais avez-vous remarqué que la couleur de ses sous-vêtements vont changer? Avant le vol, avant le vol de l'argent, ses sous-vêtements sont blancs. Sa sacoche est blanche. Après le vol de l'argent, ses sous-vêtements sont noirs, sa sacoche est noire. C'est voulu de la part d'Hitchcock parce qu'il voulait amener son personnage un peu plus evil pour montrer qu'elle a comme tourné du côté sombre un peu. Mais là, tu parles, je t'écoute parler, puis là, tu sais, j'entends beaucoup de contrastes, puis vraiment, Hitchcock a vraiment basé son film sur les contrastes. Donc, c'est ça, la scène des sous-vêtements, au début du film, on la voit qui est avec Samuel, puis quand elle se change pour aller dans la douche, elle a des sous-vêtements noirs, puis sa sacoche aussi est devenue noire. Donc, c'est vraiment intentionnel de la part d'Hitchcock là, pour montrer à quel point son personnage est en train de tomber dans le côté sombre, là, tranquillement. Comme salir les mains, justement. Puis là, on n'est plus face à une espèce de fille, on dirait, qui est quasiment une sainte. Là. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de salissant. Exact. Tomber. Exact. C'est super intéressant. T'avais d'autres choses, Andréane? Oui, j'ai d'autres choses. Vas-y, poursuis. Puis, toujours pour continuer dans l'inquiétante étrangeté, souvent l'inquiétante étrangeté dérange non seulement parce que c'est quelque chose qui est familier, mais aussi parce que souvent ça va représenter une espèce de désir, mais un désir qui devient monstrueux. Prenez un enfant, par exemple, un enfant qui désire avoir des amis, mais qui finalement il désire que sa poupée prenne vie. Imaginez que ce désir-là devienne réalité, à quel point vous avez quelque chose qui finalement est absolument démoniaque. Vous voyez une poupée marcher, on est d'accord, on la brûle. Mais c'est ça, si Norman est le double de Marianne, il doit représenter un désir et à ce moment-là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que désire en fait Marianne? Et ce désir-là, en fait, il est exprimé au tout début du film où justement elle est dans la chambre d'hôtel avec son copain Sam et elle va exprimer son désir avec lui, elle lui dit « J'aimerais ça avoir un souper convenable, dans un endroit convenable avec chez nous où ma sœur va être là avec nous, où on prépare un rôti, puis on va le manger à la table avec, à côté de nous, le portrait de ma mère qui est accroché au mur. Ce qu'elle désire, c'est un repas sous l'œil symbolique de l'autorité parentale. Quelque chose qui est conventionnel, quelque chose qui est normal. Et qui va lui apporter ce désir-là? C'est Norman, qui va lui proposer de souper avec lui. Et il va l'apporter dans son parloir, il va l'installer.
et elle va finalement manger un repas convenable sous l'œil maternel de l'autorité, donc parce que justement on voit l'ombre de la maison familiale à ce moment-là. Donc c'est encore plus tordu comme réponse de c'est ça ton désir, mais voici la manière dont on va te le servir d'une manière très déformée, très dérangeante. Puis, tu sais, il y a avec le regard de tous ces oiseaux-là aussi là, qui vont l'observer. Oui, définitivement. Mais c'est ça, c'est une réponse tordue aussi au désir de Marion d'avoir une espèce de respectabilité domestique. C'est le fait qu'on change aussi de protagoniste. C'est une réponse tordue à son désir de devenir normal, mais je vais le prononcer en anglais, normal. C'est comme Norman. Okay. Donc, c'est ça. On peut quand même jouer justement avec ce désir-là. Ben oui. Puis voici à ce moment-là qu'on va basculer d'un protagoniste à l'autre. Puis, ben, juste comme Marion est consumée et remplacée par son double, ben, plus tard dans le film, Norman aussi va être consumé et remplacé par le sien, qui est sa mère, qui est, comme Marion, une femme tentant de dissimuler son crime, en fait. Exactement. Puis, à la fin, le jour va se lever à nouveau. Le film finit, la dernière scène du film, c'est la voiture de Marion qu'on va récupérer avec le corps qui est probablement à l'intérieur. Ouais. Et donc, c'est Marion qui revient, mais il faut absolument que ce soit le jour à ce moment-là. Mais justement, tu parlais de transition de personnage, parce que quand on arrive à cette fin tragique pour ce personnage-là, ben, elle se fait tuer. Mais là, c'est ce qui nous amène en plus à la scène culte de la douche. Oui! Donc, parlons-en. Nous y sommes. Ben oui. On va y aller avec. Ben, tu sais, on se le cachera pas, c'est le climax du film. Là. La tension ne sera plus jamais aussi haute qu'à ce moment-là. Puis, un fun fact intéressant, juste pour commencer à parler de cette scène-là, il y a un documentaire qui est sorti pour parler de cette scène qui s'appelle le 78-52, qui est sorti en 2017, puis qui a une durée de 1h30. Wow. C'est disponible sur la plateforme de Apple TV. Fait qu'on a un documentaire d'1h30 pour une scène, là, je sais pas si je l'ai dans mes fun facts, mais qui dure quoi, 2 minutes, même pas? Ben, je pense que c'est 45 secondes. C'est ça, 45 secondes. Je l'ai peut-être dans mes fun facts, là, mais c'est impressionnant. Là, l'as-tu écouté? Le documentaire, non, je l'ai pas vu. Tu l'as-tu vu, toi? Non, plus, je savais même pas que ça existait. Ouais, donc sur Apple TV. Puis vous vous demandez sûrement pourquoi que ça s'appelle 78-52, mais c'est parce qu'on a 78 plans dans cette scène-là. On a aussi 52 coupures. Ouais, 52 cuts, ouais. Exact, donc c'est pour ça que ça s'appelle 78-52. Puis tantôt, on en parlait, mais bref, cette scène-là a pris 7 jours de tournage, puis elle a été tournée en décembre 1959. Ben là, tu veux-tu rajouter quelque chose ou je continue? Puis... ouais, ben ça a été ça, du 17 au 23 décembre 59 que ça a été tourné, cette scène-là. Ben c'est ça, moi c'est surtout des fun facts par rapport, justement, en fait, Janet Leigh, là, quand elle a vu cette scène-là, quand elle s'est vue, dans le fond, au cinéma, là, parce qu'elle a tourné cette scène-là, mais on s'entend que c'était un stunt double, là, qui a tourné les scènes de nudité, elle était là pour filmer les scènes jusqu'ici et tout. Exact. Mais jusqu'à la fin de ses jours, après avoir vu ce film-là, elle n'a plus jamais pris de douche. Elle a pris uniquement des bains. Non! Parce qu'elle s'est rendue compte à quel point une femme est vulnérable dans sa douche. Puis ça l'a pas bien fait filer. Donc jusqu'à la fin de ses jours, elle a pris des bains. Donc ouais. Intéressant, mais... Sinon, autre fun fact, Alfred Hitchcock a pris du chocolat, du sirop de chocolat pour faire le sang. OK. Parce que ça sortait mieux en noir et blanc pour faire le sang, là. Puis, ben ça on l'a écrit, mais c'est ça, dans le fond, je voulais le dire là, que ça, ils ont pris 72 plans de caméra pour faire 45 secondes de footage. Donc, puis c'est ça. Ça a pris une semaine de tournage, puis Janet Leigh était là seulement pour 3 semaines. Donc, c'est quand même fou que ça prenne le tiers de son temps pour filmer une scène de 45 secondes. Hein. C'est ça, exact. Mais quand tu le vois, tu comprends. Puis je peux même rajouter comme fun fact que les coups de couteau qu'on entend sur la victime, ça a été réalisé en poignardant un gros beefsteak d'Aloyo. Ah, tu vois, j'ai entendu un melon d'eau, moi. Non, c'est un melon Casaba. Ah, ok. Ben, un melon quelconque. Ça, il doit avoir une nuance, puis ça a été fait aussi avec un gros beefsteak. Ok. Puis c'est comme plus dense que les autres variétés de beefsteak, je pense, c'est ça qu'il disait. Puis outre que les bruitages, la scène doit aussi énormément, comme on le disait tantôt, à la partition musicale stridente qui est jouée par notre charmant Bernard Herrmann.
qui démarre quand le tueur tire le rideau, puis ça épouse l'emballement cardiaque de l'héroïne et son essoufflement à mesure qu'elle perd la vie. Là, c'est vraiment la musique, on l'avait nommée tantôt, mais c'est impressionnant. Puis, j'ai un autre fun fact. Semble-t-il que la femme de Hitchcock, elle était toujours la première à visionner les... ils appellent ça des daily, là, je sais pas trop. Là, à la fin d'une journée de tournage, ils vont toujours regarder qu'est-ce qu'ils ont filmé dans la journée. Oui, exact. Bon, ben là, semble-t-il qu'elle a remarqué un plan où on voyait l'iris de Janet Leigh bouger comme vu qu'elle était déjà morte. Mais là, il y avait des gens qui disaient... Quand t'es mort, ton iris n'est pas censé bouger. Donc, normalement, dans les films, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un genre de verre de contact. Ouais. Sauf que ça a l'air que ça prend 6 semaines de s'habituer à... Puis là, Hitchcock a dit, tu sais quoi, je m'en calisse. On le fait pareil. Les gens diront ce qu'ils voudront. Ouais. Puis c'est ça, il y avait... Elle, dans le fond, la femme à Hitchcock avait remarqué que, je pense qu'on la voit prendre une respiration, on voit son pouls, puis on voit son iris se contracter. Ah, mais là, pour filer, ça reste une actrice. Là. Exactement. C'est Sauf que c'est ça, non. c'est ça. C'est ça. Là, je le dis parce que c'est des fun facts. Oui. Mais je pense que là, dans la version d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça qui paraît. Okay. Parce que là, ils ont justement sûrement modifié des choses. Ouais. Mais je pense que dans la version de 60 qui est sortie au cinéma, on pouvait voir l'iris, on pouvait voir le pouls. Mais je pense que Hitchcock a dit, hey, c'est pas vrai que je vais attendre 6 semaines qu'elle s'habitue à un verre de contact pour un plan. Là. Ben non, c'est ça. Puis en plus, tu parles de ça, tu sais, ce qui pouvait choquer. Mais dans cette scène-là, on va en parler. Là, mais il y a plusieurs espèces de plans choquants qui étaient tabous pour l'époque. Ben oui, comme la cuvette, mettons, juste filmer la cuvette, ça aussi, c'était très tabou pour l'époque. Puis on a même Hitchcock qui disait qu'il envisage cette scène-là comme un film dans un film. Puis pour élaborer le storyboard de cette scène-là, il fait appel au graphiste Saul Bass. Oui. C'est ça, ouais. C'est même... OK, check bien ça. C'est... comment il s'appelle? Saul Bass. Saul Bass. Saul Bass, c'est lui qui a... tout sketché, si on veut, la scène de la douche. Ouais. C'est, comment il s'appelle, Joseph quelque chose? Ouais, c'est... je l'ai nommé, il me semble, c'est... en tout cas, ouais. quelque chose, Joseph, c'est lui qui a écrit le film, si on veut. C'est lui qui a écrit ce qui allait se passer dans la douche. Mais lui, Saul Bass, c'est lui qui a sketché toute la scène de la douche. Puis c'est aussi lui qui a... fait le graphisme au début, là, quand on voit là, tout ce qui est ligné. Là. Exact. Donc, c'est un nom quand même qui est important de savoir parce que moi, ça m'a sauté aux yeux à quel point de voir du graphisme comme ça dans les années 60, j'étais comme oh my god, Chris, comment ils ont fait? Tu sais, il n'y avait pas de logiciel, là, fait que j'ai vraiment aucune idée, même encore aujourd'hui, comment ils ont fait pour faire ce genre de plan-là, là, toute lignée qui rentre un dans l'autre. Aujourd'hui, c'est ultra basic, c'est Movie Maker, sauf qu'en 1960, c'est comme holy shit. Ouais, puis tu sais, c'est ça, ils ont fait appel à ce graphiste-là, tu sais, juste pour cette scène-là. Là. Ouais. Rien que pour cette scène, c'est fou là. Puis tu sais, le montage de cette scène-là, c'est George Tomasini qui le fait. Puis il a pris quelques libertés pour dérouler. Mais George Tomasini, c'est pas lui qui a fait le montage au complet du film? Ouais, lui c'est lui qui a fait le montage au complet. Oui, exact. Puis lui, il va transgresser plusieurs règles classiques de la cinématographie. Puis parce qu'il veut essayer de désorienter le spectateur dans sa scène, donc il va enchaîner des vues subjectives, raccord à 360 degrés autour de l'héroïne, coupe agressive. Ouais. Puis, ok, je vais juste finir. Fini. Il va faire des jump cuts, voir des plans flous pour provoquer la désorientation, comme je l'ai dit. Il va multiplier les rimes visuelles vertigineuses, le fond de la toilette, qui d'ailleurs, on en parlait, mais c'est l'image taboue pour l'époque. L'évacuation de la douche, puis l'œil, justement, de Janet Leigh, comme on parlait. Là. Ouais. Non, mais le fun fact qui vient de me revenir, je vais le dire quand on va dévoiler la twist, le punch final. Ouais. Ok, excellent. Bref, cette scène-là est vraiment impressionnante dans son entièreté. Puis je pense que juste le documentaire doit être vraiment impressionnant à écouter, là, d'une heure et demie en plus, juste pour cette scène-là. Mais juste sur Apple TV, ça fait chier, ça, par contre. Parce que... on peut sûrement le trouver illégalement sur Internet. Oui. On n'encourage pas, là. Mais ça doit... on le fait tout pareil. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça se trouve facilement, d'après moi. Puis je pense même que j'avais vu qu'il y avait des acteurs connus là, qui avaient joué dans ce documentaire-là, dont Elijah Wood, là, notre charmant Frodon. Il me semble que j'avais vu qu'il jouait dans le documentaire où il parle de certaines choses. Fait que ça serait intéressant une année peut-être de regarder ce documentaire-là puis de s'en reparler. Ben oui, certainement. On va faire le 2.
Ouais, c'est ça, Exactement. exactement. On fera une petite aparté. Ouais, exact. Mais bref, moi, j'ai comme plus rien d'autre à dire sur cette scène-là. Je sais pas si vous, y a d'autres choses qui vous viennent à la tête, Andréane. Tu l'as bien Non. apprécié, la scène? Oui. Est-ce qu'elle t'a désorienté? Ouais, mais vu que t'es une femme, justement, là, on dirait que ça a une approche différente. Comme Janet Leigh a dit qu'elle s'est rendue compte à quel point une femme est vulnérable sous la douche, semble-t-il qu'il y a même un père qui a envoyé une lettre à Hitchcock parce qu'en 1955, il y a un autre film qui s'est tourné, je pense que c'est Hitchcock aussi qui l'a réalisé. Okay. Je me souviens pas du nom du film, où il y a un autre meurtre qui se produit dans une salle de bain, mais cette fois-là dans un bain. Et là, le père de cet enfant-là, après qu'elle ait vu ce film-là, ne voulait plus prendre de bain. Et là, en 1960, quand Psycho est sorti, il ne voulait plus prendre de douche. Fait que ce père-là a écrit une lettre à Hitchcock, et Hitchcock lui a dit, genre, t'as juste à aller au dry cleaner, je sais pas comment c'est en français. À sec. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref, ça m'a quand même fait rire. Mais ouais. justement, c'est sûr c'est une époque différente, là, mais on dirait que d'avoir une fille devant moi, ça me fait réaliser peut-être que... Tu barres ta porte, puis tes portes sont en vitre. Oui, c'est ça, tu as un point de vue différent du nôtre, peut-être. La vitre, elle devient buée un moment donné. Non, tu vois très bien nos Est-ce travaux. que quand tu te laves les cheveux puis tes yeux fermés, est-ce que c'est quelque chose que tu t'imagines ou genre... Oh mon Dieu, OK. Quand j'ai eu vraiment peur, OK, ça m'arrive, OK, quand j'ai vraiment la chaîne par rapport à des films d'horreur, mais oui, ça m'arrive je suis comme, faut que je me lave les cheveux, puis je veux pas fermer les yeux, puis après ça, je suis comme, quand il faut que je ferme les yeux, après ça, je fait que t'es garde ouvert, mais genre t'as plein de savon dans les yeux. Oui, c'est ça, exactement. Oui, t'es là, genre, je les ferme pour 2 secondes. Ah, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est clair que je pense qu'on est tous vulnérables. Là. Je pense à nous autres, les gars, on a le bat à l'air quand même aussi. Là, t'sais. Ah ouais, mais moi, je m'en fous d'être tenu. C'est plus le fait que... je sais pas, on dirait qu'un homme est plus... On a plus de moyens de défense, si on veut, là, par la force physique, mais tu sais, en même temps, oui, on est tous vulnérables. Ouais. On est tenus, là. T'as-tu déjà éternué quand t'es tenu? T'es vulnérable en esti, là. Mais t'échappes le savon puis t'es fort. Oh ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement de films après ça qui se sont basés sur la fameuse scène de la douche. Le premier qui me pop en tête, c'est The Grudge, la rage meurtrière quand la main sort des cheveux. Là, je sais pas, on dirait qu'étant une femme, si j'étais une femme plutôt, ça serait quelque chose que peut-être prendrait des bains. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Non, parce qu'après ça, dans le bain. Ben, c'est long prendre un bain. Mais c'est parce que dans ton bain, après ça, ils ont fait comme plein de films où il y a des choses dans le bain. Ouais, ben oui, juste Freddy. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est ça. Puis, mais c'est drôle que tu poses la question parce que là, je suis comme en introspection sur moi qui me lave les cheveux. Je ferme pas les yeux. Non? Non. Puis là, quand tu t'es rince, faut vraiment pas que tu aies... Faut le bon angle, là. Mais je sais que quand je me savonne les cheveux, là, je ne ferme pas les yeux. Ben c'est comme le moins possible, je vais fermer les yeux. Ah, mais oui, mais peut-être qu'en fait que je fais ça parce que genre c'est des traumatismes. Analysez-moi. On a peut-être un complexe de Dip là, à aller voir quand t'étais jeune. Mais question importante, les gars. Est-ce que vous préférez vous faire assassiner quand vous êtes dans la douche, dans le bain ou sur la bolle? Ah, ça la bolle, c'est quand même king là, comme mort. Là. Ouais, ça sonne Elvis, là. Oui. C'est mort, ça la bolle. Ça dépend, par contre. Est-ce qu'on a le temps de finir ce qu'on fait sur la bolle? Si je suis en pleine besogne, mon... J'aimerais ça que ça ait le temps de sortir avant. Dans Game of Thrones, là, vous avez l'image dans la tête, là. Mais ça, c'est pas glorieux comme mort. Non. Non, c'est je pense, moi, ça serait dans le bain. Ah, t'aimerais mieux dans le bain? Moi, le bain, pour moi, c'est un environnement excessivement confortable. J'irais avec le bain. J'irais sur la bolle, moi, juste pour la scène. Comment ça se produit? Genre, je meurs de même, genre? Mais... T'as une lampe qui passe train de la toilette. Arrive de où? Je veux dire, j'ai le temps de pogner le rouleau de... J'ai essayé de faire ça, toi! J'ai le temps de sortir chez nous. Dans La colline a des yeux, je pense le 2, qu'il y a un tueur qui sort de la toilette chimique. C'est dans le 1, mais... C'est dans le 1, ça? Mais pour répondre à ta question, moi, ça a bol, juste pour le scénario. Là. Merci de répondre à ma question. Ça fait plaisir. Très importante. On va enchaîner. On parlait de la scène culte de la douche, donc ça nous amène à parler aussi des scènes qui nous ont marqués. Tantôt, tu m'avais dit un élément important, Andréane, qui était quand même assez intéressant. Tu parlais de l'intérieur du motel, qui était quand même pas une scène en particulier, mais toutes les scènes qui se passent à l'intérieur du motel étaient pour toi des scènes importantes. Fait que je sais pas si tu veux peut-être développer un petit peu plus. Mais c'est juste
la symbolique de l'oiseau, je veux dire, après ça, Hitchcock a fait le film Oiseau. Donc, clairement, il y avait des choses qui étaient importantes avec ça. Oui, il y a un truc avec les oiseaux. Oui, il y a un truc avec les oiseaux. Il n'y a pas une peinture aussi dans le motel où on voit 2 femmes sur le bord d'une rivière, puis ça a été inspiré d'une vraie toile ou d'une histoire. Écoute, je veux pas dire n'importe quoi. Ça te sonne-tu une cloche, ça? Je pense que c'est le tableau, justement, qui met de côté. Ouais, parce que je pense que ça, c'est une histoire d'une peinture où c'est... Écoute, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que de ce que j'ai entendu, c'est 2 hommes qui espionnent une femme se baigner à la rivière, puis finalement, il y a viol, puis tout, mais cette peinture-là a été inspirée de cette histoire-là, puis dans Psycho, c'est cette peinture-là. Là. Ah, intéressant. Ça Donc, ferait du sens, ouais. Donc là, on peut aussi reconnaître le côté espion, voyeur oui. de... Oui, mais... il l'a pas violé, mais par contre, Non, c'est mais... ça, il y a le côté voyeur pervers. Mais il y a là. le côté prédateur aussi. Ouais. Je veux dire, l'oiseau est une proie. Surtout, tu sais, Marion, son nom de famille, c'est Crane, qui est une grue, qui est un oiseau. Puis dans sa chambre, c'est plein de peintures d'oiseaux. Ouais, exact. Puis il y a une expression justement qui est intéressante, qui est britannique en fait. Je veux dire, Norman est taxidermiste et il empaille des oiseaux, mais il y a une expression britannique qui est une expression utilisée pour parler de l'acte sexuel qui s'appelle stuffing birds, c'est-à-dire d'empailler des oiseaux. Parce que l'oiseau est utilisé dans le slang britannique pour désigner une femme désirable. Et il y a justement Robert Allen qui a analysé le film, suggère que justement la mère de Norman serait son oiseau original qu'il aurait comme empaillé comme son original stuffed bird. Autant dans le sens d'avoir comme préservé son corps, d'en l'avoir momifié, mais aussi par rapport justement à cette espèce de côté incestueux, cette nature incestueuse que Norman, par rapport à son lien émotionnel avec sa mère. Donc, il y a comme ça aussi. Donc, il y a tout comme plein de symboliques avec les oiseaux. Ouais. Puis quand il dit « eats like a bird », là, y a-tu une symbolique quelconque par rapport à ça? Je sais pas si c'est justement peut-être cette espèce de ressemblance avec un oiseau qui voit chez Marion, qui le pousse peut-être aussi à la considérer encore plus comme une proie. Puis, tu sais, il va l'observer comme on observe des oiseaux aussi, là, par rapport à l'espèce de trou qu'il a creusé justement dans la paroi. Non, totalement. L'oiseau va regarder un peu sa proie avant de s'en emparer. Ouais, ou le chasse. C'est vraiment intéressant. Définitivement qu'il y a une signification avec les oiseaux puis Hitchcock. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les oiseaux. C'est ça. Mais il faut voir le film Birds. Exact. Mais est-ce que tu avais autre chose, toi, comme scène qui t'avait marqué? Ben écoute, ça m'a pas tant marqué, mais je pense qu'une des meilleures scènes du film, c'est justement quand Arbogast vient voir Norman au motel. Confrontation. La confrontation. Quand il fait bégayer, il est tellement confiant. Puis tu sais, depuis le début du film, Norman nous est présenté comme un gars qui semble confiant, qui dégage un peu une naïveté, mais qui semble quand même confiant dans tout ce qu'il nous démontre. Surtout qu'il y a un contrôle. Mais que là, qu'il y a un homme devant lui qui sait ce qu'il fait, puis que là, il est comme... désoriente. C'est pas long qu'il bégaye, puis là, on le voit désemparé pour la première fois du film, puis là, on est comme, oh, ok, il y a une faiblesse, finalement, Norman. Exact. Fait il vraiment, va là, rapidement la faiblesse. Mais c'est ça, c'est vraiment du grand acting mur à mur. Autant du côté d'Arbogast que du côté de Norman. L'échange entre les deux, là. C'est hallucinant. C'est l'interaction, une chimie qui se donne, c'est naturel. En fait, il y a tellement de chimie qu'on dirait que c'est même pas de l'acting. On dirait qu'on assiste à une vraie confrontation là, d'un inspecteur qui s'en vient interroger quelqu'un. Juste comme au bord de la rue. Puis tu sais, il est tellement confiant là, quand il dit justement... Norman va lui dire ah non, il y a personne qui est venu ici depuis des semaines. Puis la seconde après, il va dire ah, il y a un couple qui est venu ici la semaine passée. Il dit ah, tu vois, c'est vrai, ça, je voulais te dire. Tu me dis qu'il n'y a pas personne qui est venu, puis là, tu me dis qu'il y a un couple qui est venu. Mais il dit sans rien, comme on va dire. Tu vois bien que c'est pas clair que tu me dis. Oui, exact. En même temps, l'enquêteur, il joue bien parce qu'il va vraiment essayer d'établir sa confiance. Puis, il va pas trop y montrer qu'il est sous analyse ou questionnement. Exact. Il va le faire de façon naturelle pour l'amener à s'ouvrir un peu plus. Là. C'est ça. Puis tu sais, il voit bien là, qu'il y a un nombre de femmes dans la fenêtre. Il est comme, il n'y a personne ici. Ben non, il n'y a pas personne. Mais oui, il y a ma mère, mais elle est invalide. Mais il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Exact. Fait que là, il va rappeler Laila, il va dire écoute, il a l'air honnête, mais je suis pas entièrement satisfait. Je vais y retourner voir. Puis là, c'est là qu'on a droit à justement une scène que je voulais mentionner. Quand Norma ou Norman, peu importe, là, va tuer Arbogast. La scène qu'on le voit débouler les marches, là, savez-vous comment a été faite cette scène-là? Non. Bon, mais en fait, ils ont demandé à Arbogast de s'asseoir sur une chaise stable, de juste faire ça comme ça, avec ses bras. Puis c'est une scène qui a été juxtaposée, en fait,
je sais pas si c'est le bon terme, là, mais en fait, sur une image qui avait déjà été tournée auparavant Tu vois juste de la caméra qui reculait dans les escaliers. Fait que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il tombe pour de vrai, mais que c'est un peu mal fait, tu sais. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est de l'époque, Ouais. mais c'est comme ça qu'ils ont fait cette scène-là. Ah, c'est c'est vraiment fou. Donc, c'est nice. vraiment une image C'est mise créatif sur une autre, aussi. une autre image. 1960, là. Oui, 1960. Exactement. C'est fou, là. ouais. Puis c'est pour ça aussi qu'ils ont demandé d'arriver. Au début, il avait tourné la scène, mais d'une différente façon. Je pense qu'il avait filmé la scène où on voyait Arbogast monter les escaliers, tandis que là, dans celle qu'on voit dans le film, on le voit monter, mais comme de face. Tandis que dans l'autre plan, on le voyait de dos, puis là, c'était pas clair. Hitchcock était pas satisfait parce qu'il disait là, on va trop voir qui s'en vient dans la porte, puis tout. Exact. Fait que finalement, ils ont changé ça, puis Ah, au ouais. final, ça nous donne un Christy de bon plan, puis Ouais, justement, ça t'a même exact. fait stepper. Là, fait que... Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, en plus, ce qui était cool de cette espèce de maison-là, parce qu'on va le dire, la maison est comme un personnage, là, en même temps de refléter la psychologie, mais c'est qu'on n'a jamais vraiment beaucoup de plans dans la maison. Fait qu'à chaque fois qu'on s'y retrouve, on est désorienté, on sait pas On nos est points de stressé, repère. en fait. Exact, tu connais pas combien il y a de pièces, qu'est-ce qui se passe, fait qu'automatiquement tu dis il y a quelqu'un qui peut sortir de n'importe où, tu sais, t'es vraiment pas en sécurité dans cette maison-là, fait que je trouvais ça intéressant le fait qu'ils ne la montrent jamais concrètement parce que Ouais. tu peux pas te sentir en sécurité. Fait que tes personnages automatiquement quand ils rentrent dans la maison, tu te dis sont en danger là, parce que tu connais pas des repères, fait que tu sais pas comment ils peuvent se sortir de ça. Parce que là, t'as comme peur soudainement que. Ben, c'est parce que là, ça fait plein de personnages sympathiques qu'on te présente, puis après ça, ben, on Oui. les tue tous Exact. un après l'autre. Puis t'es Exact. comme, je peux m'attacher à aucun personnage, puis en fait, Ouais. t'es tout le temps stressé pour tous les personnages. Ouais, Puis là, t'es ouais. comme, ben là, Sam, il va-tu mourir? Layla, va-tu mourir? Là, Exact. t'es comme, c'est qui le Mais prochain? Ouais. cette mort-là, je l'ai trouvée plus efficace que la mort de Marianne. Ben oui. Peut-être parce que c'est une scène un peu moins culte, là, mais j'ai trouvé qu'elle rentrait plus dedans. Ouais. Elle était plus violente. Ouais. Ouais. Mais en même temps, elle est straight to the point là. Puis tu sais, versus c'était l'autre. moins théâtral. Elle était quand même ça. très théâtrale, la mort de Marianne. Ouais. On voit beaucoup le couteau au ralenti, Ouais, mais ouais, tu sais, c'est on ça. voit le couteau qui frappe, mais jamais on voit un couteau rentrer. Non, non, on c'est ça. on Puis il y a- entend des bruits, Il n'y mais... a pas beaucoup de sang. Pour le Non. nombre de coups de couteau qu'elle se prend dans la Exact. douche, là, puis Ouais, ouais. la quantité de Ben chocolat oui, quick. là, quand qu'il y il a dans passe le fond, avec la là, mop à la fin, là, c'est il y a on dirait pas que grand-chose. là. Exact. Mais effectivement, je trouvais que la mort de Arbogast est plus impactante parce qu'en même temps, on dirait, tu sais, elle est moins exagérée aussi, là. Fait que, tu sais, c'est plus rapide puis ça Ouais. fait le travail. Mais voilà, donc moi, ça m'amènerait à conclure sur la finalité du film. Je pense qu'on La est rendu twist. là. Ouais, c'est La ça. twist. Ouais, ben Ouais. oui, certain. Donc, vas-y, Alec, je te laisserai amener cette twist-là. Ok, écoute, avant qu'on passe à la twist, je veux dire le fun fact que je voulais dire tantôt. Ouais. Hitchcock, pour ne pas vendre la mèche, avait annoncé publiquement qu'il allait avoir des auditions pour jouer le rôle de la mère de Norman. OK. Pour faire Ah, croire ouais. au public qu'il allait avoir une actrice C'est qui allait ça. jouer ce rôle-là. Qu'elle Fait que là, existe le monde réellement. était comme « Ah, mais qui va jouer le rôle de la mère de Norman? » Fait que ça a été un stunt publicitaire juste pour faire croire au monde qu'il allait berner, avoir une actrice qui allait jouer ce rôle-là. Wow. Est-ce des Hitchcock, hein? Il est hallucinant. Hitchcock. Ok, ben, par rapport à la twist, là, moi, là, ce que j'aime, j'aime comment on jongle avec la twist tout au long du film. Ouais. Parce qu'on est comme, ben là, il est morte ou elle est pas morte, sa Exact. mère. Tu sais, en 1960, là, les gens ont dû fendre en deux là, Mhm. quand Ouais. le reveal a été fait. Là. Parce que, tu sais, tout au long du film, Définitivement. on doute sur l'identité de sa mère. Surtout quand le shérif leur annonce que la mère de Norman est morte depuis plusieurs années. Qu'elle a été enterrée, là. Ouais, mais là, le fait qu'on voit une femme dans la maison, puis surtout qu'on l'entende, ça fait en sorte que la twist et le reveal est encore plus frappant. Ben oui. Puis, encore une fois, ben là, Anthony Perkins est hallucinant lors du reveal. Juste quand on le voit, par contre, avec le couteau. Ouais. Quand il commence à faire des faces, Ouais, là, ouais, là, ouais. ça, c'était théâtral, Ouais. ça avait pas lieu Ouais. d'être. Puis, tu sais, Ouais. Samuel qui le retient, là, c'est comme... Ouais, puis- il retient rien, là. Ouais, C'était- non, C'était Exact. fake as fuck, là. Fait Ah, que... ouais, exact. Exact. Bref, c'est un estime malade, puis ça reste une très très bonne twist, mais Ouais. règle générale, moi j'ai adoré la twist, mais j'ai encore plus aimé la scène qui va suivre la twist. Ouais, ouais, Mais je exact. veux quand même vous entendre par rapport à la twist. Je trouvais effectivement, tu sais, que sinon, c'était vraiment bien joué. La twist, tu peux pas t'en attendre. Puis c'est surtout, tu sais, là, je m'en allais, je pense, dire la dernière scène. Fait qu'André, je vais te laisser. Mais c'est surtout que tu doutes, mais après ça, t'es comme, mais je l'ai vu, il l'avait dans ses Ouais. bras, il l'a descendu au sous-sol. Ouais. Et là, ouais, je ce l'ai vu bout-là, dans la en plus, ouais. C'est T'sais- quand on les entend les deux parler. Oui, parce là, qu'on c'est ça entend qui nous la fait- voix, Ouais. on entend Ah, vraiment ouais, la voix exact. d'une femme, puis c'est joué par une actrice. Oui. C'est pas, tu dis pas, ben là, c'est lui qui fake une voix de femme. Non, non, on l'entend Ouais. Ouais. parfaitement.
Ouais. Fait que ça, Ouais, puis tu sais, c'est... il y a le bout quand il parle justement, quand il déjeune avec Janet, là, puis ben, il dîne, là, puis là, tu t'entends juste comme la mère crier, là, parce que là, elle se sent super mal, parce que Norman, il avait proposé d'aller cuisiner de quoi, puis là, tu l'entends, puis t'es genre, oh my God, t'entends les deux se disputer, Ben oui, ouais. puis Exact. aussi, ça c'est pas... en tout cas, c'est une autre affaire, mais quand Norman découvre le cadavre là, de Marion, il s'en va en haut dans sa maison, puis il dit « Mother, blood! » Oui. Mais Hitchcock a enlevé la bass frequencies sur la voix de Norman pour que ça fasse encore plus childish et naïf. Fait que c'est pour ça qu'il sonne plus aigu quand il dit « Mother, blood! » Fait qu'il a vraiment enlevé toute la bass dans sa voix pour que ça sonne plus aigu, plus... C'est intense. Ouais, fait que c'est vraiment Hitchcock le réalisé. Quel travail de main. Exact. Puis là, ben, finalement, on arrive au reveal ultime. La fin. Puis, puis là, ben, on voit que justement, il a été... moi, il y a un bout dans cette fin-là que je trouvais vraiment impressionnant. Là. C'est de la manière que l'espèce de maladie de dédoublement de personnalité va être verbalisée par le psychiatre. Là. J'ai pas noté son nom, là, mais il vulgarise un concept à l'époque qui est très tabou puis peu connu. Là. C'était très peu documenté. Là. Mais dans les livres, à la base, c'est Sam qui explique ce concept-là. Oui, mais ça faisait pas de sens pour Hitchcock que Sam, soudainement, ait des notions aussi poussées. Non, c'est ça, exact. Psychanalyse, donc il a enlevé ça puis il l'a remplacé justement, c'est un psychiatre qui va expliquer ça. Mais ce qui fait beaucoup plus de sens. Ça coche. Le psychiatre, il est insane. Là, il va aller justement te parler de ce trouble-là, puis à l'époque, tu connaissais pas ce petit trouble-là. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que deux affaires. Première affaire, il y a quelqu'un dans la salle qui va dire « C'est un travesti! » Ouais. Puis ça, là, ça devait refléter là, ce que l'auditoire des années 60 devait se dire. Là. C'est un travesti, ça. Mais tu sais, sans raisonner d'où ça pouvait venir. Exact. Puis, deuxième affaire, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Continuez, ça va m'en revenir. Parfait. Ben, tu sais, moi, c'est ça. J'ai vraiment trouvé qu'il l'articulait d'une façon super professionnelle. Puis, il arrivait à... OK, ben, je vais te laisser te dire tout de suite. Ben, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que dans le cinéma d'aujourd'hui, on verrait plus jamais ça. Quelqu'un qui explique ce qu'on vient de voir d'une façon plus professionnelle parce qu'on serait capable d'être conscient de ce qu'on vient de voir. Tandis qu'en 1960, comme tu viens de le dire, c'était un phénomène... peu connu, le dédoublement de personnalité. Là, mais ça aujourd'hui, je pense que ça serait un défaut dans un film de 2024 de voir quelqu'un à la fin qui nous prend par la main puis nous dit bon, ben là, ce que vous venez de voir, c'est ça. Il a fait ça pour telle raison, puis blablabla. Exact. Mais en 1960, c'était parfait. Puis même encore aujourd'hui, je trouve que c'est insane, comme tu dis. On l'a jamais vu, cet acteur-là, dans tout le film, mais là, il arrive, papa, il deliver, puis il nous dit ouais, là, il m'a parlé avec la voix de la mère, il m'a tout expliqué ce qui s'est passé. Il m'a parlé avec de sa propre personne, de savoir que Norman est zéro conscient que sa mère... Exact. En fait, que c'est lui qui tue. Tu sais, dans le fond, il veut juste prendre la défense de sa mère. Là, quand il fait ça de même, là, quand que Marion meurt, il est vraiment sûr que c'est sa mère qui a commis le meurtre. Là, il n'est pas conscient que c'est lui-même qui vient de le faire. Là. Exact. Il est juste pas conscient quand c'est sa mère. C'est hallucinant. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé triste, c'est à quel point justement cette espèce de double personnalité de sa mère qui s'est créée, ce double-là l'aime pas. La mère, elle rejette toute la faute sur Norman. La mère dit pas que c'est elle, la mère dit que c'est son fils, que c'est son fils qui est malade, qui est instable, puis tout, puis elle rejette toute la faute sur lui, alors que c'est la personnalité de sa mère qui a comme causé ces meurtres-là. Mais que même sa mère, dans sa tête, l'aime pas à ce point-là pour le pousser en dessous du bus puis se sauver elle-même. J'ai trouvé ça épouvantablement triste. Ah, mais c'est fou. Puis tu sais, sachant que c'est Norman qui a tué sa mère, tu sais, au début du film, il va dire genre a son is a poor substitute for a lover, quelque chose dans ce style-là, là, dans le sens où un fils peut pas remplacer l'amour d'un homme. Puis il va dire aussi we all go mad sometimes, genre tu sais, on devient tout fou un peu une fois de temps en temps. Puis ça, c'est comme la phrase culte, là, mais justement, le film, je pense, devient encore meilleur à un deuxième visionnement. Parce que là, une fois que tu es au courant de tout ce qui se trame, là, tu peux analyser beaucoup plus. Tu le vois et tu es comme, hey man, t'es un esti de bon menteur, man. Fuck, je verrais jamais rien de ça. Là, non, c'est ça. Mais c'est parce qu'ultimement, en plus, il a même pas conscience, Norman, de ce qu'il fait. Là, non. C'est ça qui est intéressant. Puis ça amène au concept de Freud que tu parlais de tantôt. Là, juste tout ce concept-là avec les miroirs, les reflets de personnalité. Tu peux tellement avoir plus de stock. Là, c'est un film incroyable. Beaucoup incroyable. de niveaux. Oui, exact. Totalement. Ouais.
Fait que, moi, j'ai plus rien à dire à part qu'on close sur l'esti de regard fucking creepy de Anthony Perkins, là, le regard que tu fais comme, OK, il est pas bien. Tu sais, c'est un esti de regard de fucked up. Mais il est parfait, son regard. Oui. Ça rappelle celui de Marion. Ouais, exactement. Avec la voix de sa mère qui dit comme je pourrais même pas faire mal à une mouche. Ouais, c'est on ça. voit le plan du char qui sort de la dompe. Puis ouais, fini. Aucun générique. Ça, c'est cool dans les années 60. Le générique était au début du film. Exact. Ça, c'était hot. Ouais, ben justement, tu sais, je l'avais écouté avec ma fiancée, puis elle n'est pas habituée non plus à ce cinéma-là. Fait que quand t'as tout le générique au début, elle était comme, mais c'est bien fucking long. Ouais, mais effectivement, mais tu sais, c'est à la fin. Ça t'oblige à l'écouter. Exact. Puis à la fin, ben t'es comme, Diane, c'est fini, ton générique est passé, c'est magique. Alright, on passe à autre chose. Fait que vos notes, on l'avait un peu dit, mais on est toujours sûr du 10 sur 10. On y va pour un 10 sur 10. C'est la première fois, Andréane. C'est un 10 sur 10. Sauf le Seigneur des Anneaux. On l'a pas encore fait. Lequel? L'original ou pas l'original? Je veux dire, la trilogie au complet. Ouais. Je les ai écoutés dans le temps des fêtes. Là. Honnêtement. Version longue? Ouais, version longue. Okay, version longue, mais écoute, le 3, je l'ai écouté, je pense, en 4 shots. Là, c'était trop long. Là. Ouais, c'est genre 4h30. Non, peut-être 3h40. Ah, il me semble qu'il est 4h30. Non, pas 4h30. Non? 3h40, me semble. Je vais checker tantôt. Je l'ai en Blu-ray, puis j'ai la version longue. Il me semble que c'est ça, 3h40. Quelque chose dans ce style-là. Mais ouais, c'était long. Ouais. Mais moi, les 2 tours, c'est le meilleur, selon moi. Là. Mais c'est dur de trancher. C'est parce qu'il y a la meilleure scène de guerre, c'est là-dedans. Là. Ah oui, la bataille à la fin. C'est hallucinant. Ouais. Les batailles, les guerres dans le 3 sont bonnes, moins longues, moins percutantes. Moi, j'ai des frissons quand je regarde la guerre de la fin dans le 2. Là, c'est fou. Là. Le combat entre Legolas puis Gimli là, qui font comme un combat. La compétition. Ouais, la compétition. Qui tue le plus. Ouais. Bouclier, hallucinant. Mon gars capote sur Legolas. Là, fait qu'on regarde des compilations sur YouTube, genre des Miracle de Legolas. Là. C'est genre toutes les scènes de Legolas. Là, ouais, mais puis je me souvenais pas qu'il jouait dans le Hobbit, genre dans la trilogie. Ouais, il est dans le Hobbit. Puis man, il est insane. Il y a des sales scènes de combat écœurantes. Hey, on est passé de Psycho. Ouais. Ça reste que c'est fucking bon, le Seigneur des Anneaux. On est à veille de faire notre critique. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. On est deux. Je vais écouter cet épisode-là, assurément. Okay. Ça va être vraiment nice. Fait que moi, un 10 sur 10. Puis en terminant, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu, pour merci à toi. Ça a été vraiment cool. C'est fun de t'avoir avec nous. Ouais, ça fait un grand Ça a été super cool. J'ai appris beaucoup de choses. Écoute, moi, la théorie de Freud, c'est quelque chose qui... Même malgré les nombreuses écoutes de podcasts, mes lectures, j'ai jamais même entendu ou lu ça quelque part. Là, fait que c'est super intéressant. Merci, ça me fait plaisir. Ouais, c'était vraiment J'aime cool. Ça, les analyses un peu bizarres. Ouais, en même temps, c'est pas tant bizarre, mais c'est ce que le film aborde. Ben ouais, c'est cool. Exact, c'est cool, vraiment. Exact. Non, pour vrai, Psycho, là, les gens, si vous avez jamais vu ça, là. Ouais, écoutez, là. Non, mais tu sais, des fois, les gens regardent ou écoutent des podcasts sans même avoir vu le film, là, justement, pour se donner une idée. Exact. Ben là, je vous le dis, écoute-le. On est 3 à avoir donné 10 sur 10. Exact. Ouais. Écoutez-le, puis sinon, allez voir juste sur YouTube des scènes du policier. Ouais. Puis toi, faut aller voir Capitaine Star, man. Capitaine Star. Il est identique, le dude, man. Je te le dis, il est pareil. Je vais te réécrire là-dessus. Tu vas peut-être me dire, pas en tout, mais en tout cas, moi, dans mon souvenir, c'était pareil. Excellent. Je t'ai réécrit là-dessus. Merci beaucoup, Andréane. Merci à toi, Kevin. Merci, Alec. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. À une prochaine fois. Certainement. Bienvenue. Ben oui. Si tu fais Psycho 2 ou 3, peu importe. Dis-nous-le. Ben oui, certain. Ben, vous viendrez faire un tour sur mon podcast pour la saison 3. Ça serait cool. Ça va nous faire plaisir. Fait que voilà. Donc, merci beaucoup, Alec. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Vous avez aimé l'épisode. Salut tout le monde. Prochainement. Bye. This is the story of Captain Star, the greatest hero any world has ever known. Captain Star journeyed the universe in his ship, the Boiling Hell. His orders, to discover new worlds, name them after himself, and then sell them things. One day, the Boiling Hell arrived at the ragged edge of the universe, where Captain Star and his crew, Navigator Black, Atomic Engine Stoker Linz Jones, and First Officer Scarlet, waited for orders from Mission Control. And waited. And waited.